mais ensuite elle entend une voix lui demandant de monter à bord, et c'est le bateau de Hansu. Il dit qu'il doit partir tout de suite. Maintenant, Sofia est debout sur son navire, tandis que Hansu dirige le navire. Ici, Sofia dit qu'elle ne peut pas croire qu'il ait réellement caché le navire dans la mer de poison. Alors que Hansu compte maintenant les runes, elle lui demande où il a obtenu toutes ces runes. Il lui dit qu'il les a juste obtenues de ses amis, bien qu'il n'était pas disposé à lui donner, et les remercie maintenant car ses pouvoirs ont augmenté. Mais Sofia l'interrompt en disant « Comment a-t-il fait ça ?» Notre protagoniste devient curieux et commence à lui demander de quoi il parle vraiment. Elle dit qu'elle parle de la méthode d'utilisation des graines de Kesh, car elles ne peuvent être trouvées qu'à proximité du lac Kukulza, et de plus, personne ne peut les trouver du premier coup, car ils poussent après avoir été jetés dans du poison. Oh, elle dit alors qu'il n'a pas été ici dans la zone rouge depuis longtemps et il sait déjà tout sur cet endroit. Elle peut voir ses statistiques avec son œil de bibliothécaire et pense que ces statistiques sont élevées pour une personne qui est un voyageur de première année. Et de plus, il a combiné des objets d'une manière que même les voyageurs de la zone rouge n'auraient pas envisagé. Quant à Hansu, il n'est pas fort en termes de son statistique, mais il sait à peu près tout. Comme l'artisanat, cela permet à quelqu'un de renforcer ses objets ou d'en créer de nouveaux. Chose. Ici, Hansu a fabriqué le poison sclérosant. Il met maintenant toutes les bouteilles de ce poison dans son sac parce qu'ils doivent le garder en sécurité, car c'est la clé la plus importante pour tuer le poisson calamité. Sophie dit qu'elle n'aurait jamais pensé à utiliser un poison contre le poisson calamité. Elle dit ensuite qu'elle n'a pas pu comprendre la recette même avec sa compétence et demande à Hansu ce qu'il est réellement. Mais Hansu change de sujet en disant qu'il aurait pu lui poser la même question. Il dit alors que 7 fantômes sont la vraie raison pour laquelle elle doit protéger son siège. Et c'est pourquoi elle est ici pour le poisson de la calamité. Mais elle est choquée et lui demande comment il le sait. Mais Hansu dit que ce n'est pas le moment pour eux d'y penser. Il réalise alors le poisson de la destruction qui est le poisson de la calamité. Et maintenant en train de s'approcher d'eux. Hansu demande à Sophie comment entrer, alors elle dit simplement que tant qu'il n'y a pas de problème, ils peuvent entrer par les branchies. Maintenant, Hansu pense que Karls va arriver d'une minute à l'autre, alors il dit à Sophia qu'elle doit l'écouter, et si elle ne le fait pas, il ne l'emmènera pas tuer le poisson calamité. Mais Sophia lui assure de ne pas s'inquiéter, car elle ne va pas être un fardeau pour lui. Elle lui dit ensuite qu'elle est avec lui juste dans le but de tuer le poisson calamité, et qu'elle se moque de qui il est réellement. Ensuite, Hansu dit qu'elle a fait le bon choix, et il lui assure qu'il va bientôt tuer la calamité. Il pense maintenant qu'il devrait commencer à changer les choses dans la zone rouge pour sa survie future, et il pense également qu'il n'aura pas de seconde chance. Alors il doit réussir du premier coup. Soudainement, beaucoup de flèches commencent à les attaquer, et une coque frappe le navire, faisant un grand trou dans le bas du navire. Sophia crie qu'à ce rythme-là, ils vont mourir bientôt. Pendant ce temps, Karls s'est approché d'eux et dit que Hansu s'est bien caché. Il ordonne ensuite à Rachel d'apporter d'autres armes. Après, pendant un moment, Karls tient maintenant une arme dans sa main et dit qu'il l'a spécialement préparée pour Hansu. Pendant ce temps, ses membres attaquent continuellement le navire. Alors Sophia dit qu'ils doivent les attaquer aussi, mais Hansu l'arrête. Cependant, Sophia crie encore qu'ils vont se noyer s'ils ne font rien immédiatement. Elle demande à Hansu de faire quelque chose, parce que même si c'est un navire fabriqué par des fées, il est quand même endommagé. Pendant que Hansu dit que le poisson calamité est sensible à la magie, donc les attaques qui coulent leur navire ne vont probablement pas avoir d'importance pour le poisson calamité. Ici, Hansu dit à Sophia que le poisson calamité ne réagit qu'à la magie et au pouvoir. Pendant ce temps, il pense aussi que c'est peut-être à cause des pouvoirs détenus par l'arbre du monde, c'est pourquoi le poisson calamité est bon pour détecter la magie et que même le plus petit mouvement peut être mortel près du poisson calamité. Notre protagoniste dit maintenant à Sophia qu'il est vrai qu'ils sont actuellement désavantagés. Alors, Sophia lui demande s'il a une idée quelconque, pendant qu'elle pense qu'elle doit aussi faire quelque chose, car elle ne peut pas rester inutile. Ici, Hansu dit qu'en parlant de désavantage, il voulait dire qu'il ne connaît pas de méthode appropriée pour affronter les ennemis sans utiliser de compétences, et il dit aussi qu'ils peuvent demander de l'aide. Elle se demande maintenant s'il va utiliser un autre objet fabriqué. Hansu pense maintenant à faire un piège, car ils ont seulement besoin de les retenir un moment. Maintenant, Hansu tient quelque chose dans sa main, c'est une pierre attachée à une corde, et il la passe à Sophia en disant qu'il devrait faire de la pêche. Sophie devient heureuse et dit qu'elle avait raison de faire confiance à Hansu. Pendant ce temps, Karls dit à ses membres que Hansu n'est pas beaucoup plus puissant car son propre navire va bientôt couler. Il ordonne alors à ses hommes d'apporter tous les harpons car il veut pousser Hansu à l'eau lui-même, tandis que Chong dit qu'ils ont jeté quelque chose dans la mer. Peut-être que c'est comme un piège, mais Karls lui ordonne de les attaquer. Il leur demande de s'assurer qu'ils doivent mourir aujourd'hui. De l'autre côté, Hansu demande à Sophia d'attendre un moment, car les boîtes qu'ils ont jetées à la mer se brisent maintenant, alors Hansu dit que ça doit avoir pris l'appât. Soudainement, une créature nommée Kraken sort de la mer, et tout le monde est choqué de la voir. Karls dit qu'un Kraken ne vient normalement pas à la surface. En regardant cela, Jisoo dit que s'il ne l'arrête pas, alors le poisson calamité retournera dans les profondeurs de la mer, donc ils doivent entrer dans ses ouïes avant cela. De plus, ils ne peuvent pas perdre Hansu maintenant. Ici, Karls est maintenant en train de se battre avec Kraken et dit qu'il va gérer. Il ordonne maintenant à Rachel de se déplacer car ils ont perdu beaucoup de temps. Il pense que l'apparition soudaine de Kraken n'est pas une coïncidence et qu'elle est en fait orchestrée par Hansu. Ils entrent maintenant dans les ouïes du poisson calamité. Et Karls dit que même les branchies des créatures sous-marines les gardent au sec. Donc Jisoo lui dit que l'intérieur du poisson catastrophe est imprégné d'un mystérieux
mystérieux pouvoir. Il demande maintenant à Carls de regarder à l'intérieur le passage des branchies du poisson calamité. Ici, Carls a demandé à Hansu s'il devait juste continuer à descendre. Alors Jisoo le rassure en disant qu'ils seront là dès qu'ils auront traversé ce passage. Il dit maintenant à Carls qu'une masse géante de chair qui agit comme une porte va se déplacer de manière visible avant qu'il ne les ferme. Il demande ensuite aux autres de rester attentifs et silencieux, mais Rachel propose qu'ils priorisent la visite et gardent Hansu en second, et qu'ils doivent transformer les voyageurs utiles en membres de Quadratus. Ici, il dit à Rachel de ne pas se précipiter car ils feront tout progressivement. De plus, Hansu ne connaît même pas l'intérieur de la calamité. Il espère ne pas mourir avant qu'il ne le trouve. Maintenant, ils sont à l'intérieur du destructeur d'intestins où ils stockent toutes les choses restantes après avoir mangé comme une immense île. Et c'est plus comme un donjon. Carls Moren pense maintenant que le flux de magie déformé à l'intérieur du poisson calamité empêche ses compétences de pistage de fonctionner efficacement. L'un des hommes demande à Jisoo si ses navires détruits et tous les cadavres sont Quadratus. Mais devinez qui dit qu'il ne semble pas comprendre que c'est la bénédiction telle qu'elle est à l'intérieur du poisson calamité lui-même. Il puis crie, c'est vraiment le point fort. Il dit maintenant aux gens que l'estomac de Calamity Fish peut seulement absorber correctement la sève de l'arbre monde. Et cette partie est là où se trouvent tous les vestiges d'Elfenheim qui sont les créateurs de l'arbre du monde. Présent. C'est comme un trésor vital présent dans Calamity Fish. Il sourit maintenant et demande s'ils se demandent ce qui est arrivé aux artefacts de toutes les personnes dont les cadavres gisent ici. Il leur montre ensuite un pendentif et leur dit qu'il a échappé à cet enfer vivant grâce à ce pendentif qu'il a trouvé dans l'estomac. Il dit alors à tous ses voyageurs qu'ils servent à Ujia Calamities dans le cadre de Quadratus. Alors tout ce qu'il désire existera. Il prie maintenant pour la bénédiction du poisson calamité et dit aux voyageurs que Quadratus les accueillera toujours. En parlant avec eux, il leur suggère de ne pas parler fort car les cadavres pourraient se réveiller. Hansu est en fait caché derrière Jisoo. Alors qu'il est sur le point de dire la guidance de Quadratus, soudain Hansu apparaît de derrière disant, en parlant fort à quel point il voulait vraiment dire. Il suggère ensuite de ne pas s'inquiéter à ce sujet car même quelque chose d'aussi fort qu'une explosion ne va pas agiter les corps. Comme le dit Hansu, s'il parle d'une explosion juste comme ça et puis soudain Sophia fait une explosion avec sa magie, tous les voyageurs, et même Jisoo et Carls, commencent à reculer à cause de cela. Alors que Hansu apprécie maintenant Sophia pour son timing parfait, Carls dit à notre protagoniste que Hansu est venu volontairement mourir de ses mains. Pendant que Jisoo crie « Cela ne va pas, les cadavres se réveillent maintenant ». Jisoo pense que ces cadavres sont en fait les forces envoyées par Elfenheim pour vaincre le poisson calamité dans le passé. Ils s'appellent l'armée maudite de Galadriel, ce sont des chevaliers fantômes. Ces cadavres attaquent maintenant les voyageurs, et en les combattant, ils crient après Jisoo, car il leur a dit qu'ils devaient juste obtenir les artefacts à l'intérieur de l'estomac du poisson de calamité. Ensuite, Carls ordonne à ses membres d'attaquer les cadavres. Il va maintenant utiliser son art du ki, de jade de feu, pour les brûler, et après un moment, tous les cadavres sont réduits en cendres. Maintenant, tous les voyageurs l'apprécient et disent qu'il est en réalité le commandant d'assaut de Beacon. Mais Jisoo pense et s'inquiète que les cadavres ne vont pas tomber aussi facilement, car ils sont les gardiens du poisson du désastre et possèdent le corps maudit, ce qui leur permet de se battre jusqu'à la fin. Ils resteront en vie tant que le poisson calamité est vivant. Maintenant, les cadavres se battent à nouveau avec eux, tandis que Jisoo pense à s'échapper, car ils doivent d'abord sauver sa vie. Mais ensuite, il réalise soudainement que Hansu n'est pas là, pendant qu'il réfléchit s'il est ici pour le même but que Sophia veut. De l'autre côté, Hansu court et pense que tout se passe comme Keldion lui a dit de garder les chevaliers fantômes, la première ligne de défense du poisson calamité, occupé. Et pendant qu'il préparait ça grossièrement, il a aussi donné des ordres séparés à Sophia. Pour l'instant, il se dirige vers le prochain point clé qui est le noyau du Calamity Fish. Il est maintenant devant et dit qu'il ne peut jamais endommager la peau du Calamity Fish, mais que son noyau est différent. Il dit ensuite qu'il n'y a qu'une seule façon de tuer le Calamity Fish, qui est d'endommager son noyau, alors que Hansu va endommager le noyau avec son épée. Soudainement Jisoo l'attaque par derrière et notre protagoniste court maintenant vers lui. Alors qu'il est sur le point de planter l'épée dans le corps de Jisoo, il tient l'épée avec sa main et dit qu'il ne peut pas croire que Hansu pensait à endommager le poisson calamité. Noyau. Il dit alors qu'il sait que Sophia lui en a parlé, mais il a échoué, car Jisoo va le tuer. Bien que Carls veuille le tuer de ses propres mains, tous ceux qui offensent les calamités sont voués à mourir. Il ordonne alors à Chung de tuer Hansu, tandis que Chung vise déjà Hansu en disant qu'il ne peut pas esquiver son tir cette fois. Il lance alors la flèche qui s'appelle la compétence tir visé. La flèche a effectivement touché Hansu, mais rien ne lui est arrivé. C'est en fait à cause des arts de l'énergie du dragon, qui est la draconification. Chung crie maintenant: c'est vraiment impossible, car la puissance de pénétration d'un tir visé est suffisamment forte pour tuer même avec un seul tir. Pendant que Jisoo regarde Hansu, il dit qu'il a déjà vu son art énergétique auparavant, mais c'est beaucoup plus fort maintenant. Mais ensuite, Chung tire maintenant des flèches sur lui continuellement, disant qu'il va le tuer, quoi qu'il en coûte. Ici, Hansu dit que si Chung ne veut pas le laisser partir, alors il n'a pas non plus d'autre choix. Maintenant, il leur dit maintenant que le premier art énergétique qu'il a utilisé avait un épuisement de pouvoir magique, mais il avait déjà résolu ce problème. La moitié de son corps s'est transformé en dragon. De l'autre côté, les voyageurs continuent à se battre avec les cadavres, et Carls leur ordonne de continuer à attaquer pour qu'ils n'aient pas la chance de se régénérer. Mais l'un des hommes dit que leur vitesse de régénération n'a cessé d'augmenter et qu'ils ne peuvent plus rien y faire maintenant. Et, de plus, s'ils continuent ainsi,
ils vont s'épuiser et perdre leur endurance et leur pouvoir magique. Ici, Karl se pense qu'ils sont désavantagés car ils combattent un ennemi qui continue de revivre à chaque fois qu'il le tue. Il est furieux contre Hansu car c'est à cause de lui qu'ils sont tous coincés. Ici, il ordonne maintenant aux gens d'utiliser les plumes parce que s'ils meurent ici, ils vont finir comme les autres. Ces plumes sont les plumes de l'arbre du monde qui fonctionnent comme un artefact consommable. Ce sont des fragments cassés des feuilles de l'arbre du monde qui sont maintenant presque impossibles à acquérir. Et si quelqu'un l'utilise, il peut s'échapper facilement avec d'autres autour de lui pendant une urgence. Mais maintenant, les voyageurs crient que les plumes ne s'activent pas, donc ils ne peuvent pas l'utiliser ici. Ici, Sophia vole au-dessus d'eux et elle attire leur attention dès qu'elle commence à dire qu'ils ne peuvent pas échapper à l'estomac de Calamity Fish aussi facilement. Et il en va de même pour les chevaliers fantômes d'Elfenheim, car ils sont des immortels vivant avec elle, l'estomac. Ici, Karl commence à dire furieusement qu'il ne va pas partir, et il lui dit aussi d'attendre que les membres des 7 fantômes l'apprennent. Mais elle dit que de telles personnes, qui sont restées inactives pendant qu'elle cherchait désespérément un moyen de tuer le poisson Calamité, ne vont en fait rien faire pour lui. Elle suggère alors qu'il arrête de se plaindre et qu'il commence à trouver un moyen de sortir d'ici, car les communications de clan ne fonctionneront pas ici. Elle dit alors que personne ne va s'en soucier, même s'il meurt ici aujourd'hui. Sophia dit ensuite qu'elle va leur offrir leur dernier cadeau, car elle a déjà réussi à obtenir toutes les informations qu'elle voulait. Mais soudain, Karl commence à lui dire que le fait de sortir avec un débutant a en fait ruiné son jugement, car il est le commandant d'assaut de Beacon et il est chargé de gérer la zone rouge. Il attaque ensuite Sophia, disant qu'il peut facilement l'entraîner aux 7 fantômes. Mais elle esquive facilement son attaque et dit qu'il n'est même pas capable de toucher une cible correctement, et aussi qu'il déshonore le nom des 7 fantômes. Mais ensuite, soudainement, tout ce qui reste et d'autres choses qui étaient présentes commencent à tomber. Il réalise que l'entrée est en train de se fermer. Là, Sophia commence à rire, disant qu'elle cherchait en fait un moyen de la fermer avec sa bibliothèque. Compétence. Mais Karl l'a vraiment beaucoup aidé à faire cela. Maintenant, Sophia s'envole, disant qu'elle espère qu'ils ne vont pas se rencontrer à nouveau, alors que Karl lui crie dessus qu'il va la tuer. Puis, il ordonne à ses membres de prendre le navire, car ils doivent de partir le plus tôt possible. Maintenant, il cherche Geisu, car il était censé les guider pour trouver le Quadratus. De l'autre côté, les chevaliers fantômes arrivent à nouveau vers Sneu. Il ordonne ensuite à Rachel de fournir un soutien, car ils ont besoin de temps pour juste s'approcher près du les branchies, puis elles vont s'ouvrir à nouveau, donc ils n'ont besoin de garder les corps que jusqu'à ce moment-là. Comme les gens courent maintenant pour suivre ses ordres, il pense qu'il va faire regretter à Sophia. Il commence alors à utiliser son art du ki de Jade de Feu en disant qu'il est le commandant des assauts et qu'il ne peut pas perdre. Il avance maintenant et ordonne aux autres de le suivre. Mais soudain, Hansu apparaît devant eux avec Gaisu qui est à peine vivant. En le regardant, Karl commence à lui crier dessus, mais Hansu l'interrompt, disant qu'il se sent comme un méchant de se montrer dans un tel moment. Tant. Il laisse ensuite tomber Gaisu par terre et dit qu'il devait le faire car il ne l'écoute de toute façon pas. Karl est très furieux contre lui et dit qu'il pensait à le tuer sans lui faire de mal, mais il a changé d'avis. Mais tout d'un coup, Hansu commence à courir vers lui, disant qu'il n'a plus besoin de s'en inquiéter. Ensuite, il donne un coup de pied à Karl qui tombe en arrière. Mais Karl n'arrive pas à surmonter cette disgrâce. Et il se demande s'il est devenu plus fort en consommant les ruines du peuple de Quadratus. Pourtant, il pense toujours que Hansu n'a aucune chance face à lui. Puis il se relève, disant qu'il va le tuer et récupérer son souffle d'alcool, que notre protagoniste a réellement volé à lui. Il court maintenant vers Hansu avec son épée, tandis que Rachel dit derrière lui qu'ils vont l'assister. Mais il dit qu'il n'est pas faible et qu'il peut le tuer seul, donc il n'a besoin de personne. Alors, il lui ordonne de continuer à retenir les chevaliers fantômes au lieu de cela. Hansu lui demande de ne pas s'inquiéter, car il prévoyait en fait de tout dégager sur son chemin tout en gardant l'épée devant Karl. Mais il commence à crier furieusement que Hansu n'est rien, juste un chiot nouveau-né, puis il attaque Hansu avec son épée, tandis que Hansu essaie de se battre avec la sienne. Ici, Karl lui demande s'il est vraiment capable de cela et pense aussi qu'il le savait. Ce novice ne peut pas devenir plus fort que lui et en plus, il ne peut pas perdre contre lui. Karl crie alors: c'est la fin, et passe l'épée à travers son cœur. Il dit ensuite à notre garçon qu'il aurait dû accepter l'offre de devenir son subordonné, ainsi il ne mourrait pas ici comme ça. En tenant l'épée dans sa main, il dit à notre protagoniste qu'il meurt parce qu'il est plus faible que lui. Mais soudain, Hansu commence à sourire, en saisissant l'épée de la main gauche, et dit qu'il va lui répondre de la même manière. Karl le regarde avec stupéfaction, tandis qu'il dit que les artefacts des chevaliers sont assez bien, car ils sont suffisamment aiguisés pour briser les écailles des arts énergétiques des dragons. Notre protagoniste le remercie alors pour la livraison, mais Karl ne pouvait pas y croire, car il était sûr qu'il visait son cœur. Il se demande si c'est peut-être à cause de la modification corporelle, mais Hansu dit qu'il est trop tard pour s'en rendre compte maintenant. Alors qu'il dit cela, soudain Hansu sort ses mains de dragon et les place autour de son cœur et fait un trou dans son corps. C'est un trou si grand que quelqu'un pourrait voir à travers. Le corps de Karl tombe sur le sol, puis Hansu retire cette épée de son cœur et la jette de côté. Il dit maintenant que c'était faisable, car il s'est poussé à créer 3 cœurs de dragon. Il lui manque des pierres de guérison, mais il n'a pas d'autre choix. L'aptitude spéciale des arts énergétiques et la spécification, qui est l'imitation des capacités du véritable propriétaire. Cela signifie donc que l'aptitude des arts du dragon emprunte littéralement les capacités des vrais dragons. Il dit maintenant que ce qui change vraiment avec cette aptitude est le corps, car le corps humain est très inefficace comparé au dragon. Ainsi, les dégâts après la transformation sont très sévères, car notre protagoniste souffre encore de ces dommages. Et même ses statistiques sont à 35%. Comme il manque de compétences, il lui est difficile de maintenir cette forme. Mais il pense que ce n'est qu'une question de temps et il doit agir vite. Sinon, il n'arrivera pas à temps. Alors qu'il s'enfuit, un 3e œil sur Gaisu le voit et une voix derrière cet œil dit qu'il ne va jamais oublier.
oublié, lui. Il se dirige maintenant à nouveau vers le noyau du poisson calamité, mais le noyau est très haut et il ne peut pas l'atteindre seul. Mais bientôt, une plateforme va se former lorsqu'elle réagit à Hansu lorsqu'il tente d'endommager le noyau. Un poisson de calamité manque d'une défense contre les menaces externes. Mécanisme, mais il a un mécanisme de défense interne très spécial qui n'est pas seulement les chevaliers fantômes de la calamité, mais aussi un système de défense approprié. Cela signifie que toute approche du noyau est éliminée par des attaques physiques. Mais il dit ensuite qu'il semble simple, donc il peut facilement les abattre. Mais ensuite, il se rend compte que la vitesse de régénération du poisson de la calamité est très élevée, donc simplement couper les tentacules ne va rien résoudre. Donc, pour arrêter la régénération, comme il y pense, il sort le poison sclérosant de son sac et dit qu'il n'y a qu'une seule façon de porter un coup décisif au poisson calamité. Il jette alors le poison partout, car ce poison ne se contente pas de durcir les choses, mais il solidifie également une grande zone avec laquelle il entre en contact. Et ainsi, il empêche également la régénération. Il met ensuite le poison sur son épée aussi, et est maintenant prêt à tuer le poisson calamité. Il les coupe maintenant, ceux qui protègent le cœur du poisson calamité. Même le poisson calamité crie de douleur et fait beaucoup de bruit. De l'autre côté, Minchul et Erin se tiennent à l'extérieur de la mer et parlent en regardant le poisson calamité qui nage autour de l'océan ici. Pendant ce temps, Erin dit que tous les aides à proximité doivent rester près de la mer et garder un œil sur la calamité. Poisson. Ensuite, Minchul dit qu'il n'a jamais vu Calamity Fish faire des histoires auparavant. Il dit que c'est comme si le poisson avait avalé du feu et se débattait maintenant de douleur. Mais ensuite, Minchul réalise que quelque chose arrive sur la route. Mais Aaron suggère qu'ils explorent la zone car ils n'ont pas le temps. Alors que Minchul est sur le point de dire qu'ils n'ont pas le temps, quelque chose frappe la tête d'Aaron et il tombe inconscient au sol. C'est Sophia alors qu'elle tombe sur Aaron. Alors que Minchul est choqué en voyant Sophia, il est sur le point de lui demander d'où elle vient, mais elle lui dit qu'ils doivent partir immédiatement car ils n'ont pas de temps. Il lui demande alors où ils doivent vraiment aller car le poisson calamité se débat plus fort que avant. Tandis que Sophia regarde le poisson calamité, elle pense qu'elle n'en a jamais vu un comme ça avant et a l'impression qu'il souffre vraiment beaucoup. Elle dit ensuite que tout le monde pourrait le prendre pour une fantaisie, mais elle est en colère du fait qu'elle n'a pas pu faire cela. Elle pleure et pense qu'elle va être libérée de la culpabilité. Elle réalise que Hansu a vraiment tenu sa promesse alors que le poisson calamité se précipite vers. Alors elle attrape Minchul et Harun par le col et commence à s'enfuir du poisson calamité. Le poisson vomit partout, alors il se demande ce qu'il a vraiment mangé, donc il vomit. Maintenant, alors Minchul devient méfiant envers Sophia et lui demande ce qu'elle a réellement fait avec le poisson calamité. Elle dit que ce n'était pas seulement elle, mais Hansu a aussi participé, tout en pensant que Hansu a vraiment réussi et a tenu la promesse qu'il a faite avec elle. Elle continue de courir en attrapant Minchul et Aaron et dit qu'ils n'ont pas le temps car ils vont être emportés. Alors, avant cela, ils doivent s'éloigner des pointes de la route, mais il lui demande de les laisser partir. De l'autre côté, entre les voyageurs, un garçon nommé Michael se demande ce qui se passe et pourquoi le poisson calamité agit ainsi, mais il se rend compte que cela doit être l'œuvre de Sophia. Alors qu'il y pense, une fille s'approche de lui en disant qu'ils doivent faire quelque chose parce que si la fureur du poisson augmente, les dommages vont aussi se propager à leur région. Puis il lui demande si elle a envoyé la rapport et elle dit qu'elle vient d'envoyer le pigeon voyageur disant qu'ils suivent l'état du poisson calamité. Mais il lui a demandé d'en envoyer plus car cela ne suffira pas. Il pense maintenant que cela pourrait être le début de la perte d'équilibre dans la zone rouge qui a été maintenue jusqu'à présent. Pendant ce temps, Hansu lutte toujours pour tuer le poisson calamité et il endommage continuellement son noyau. Il dit alors tuer le poisson calamité. Poisson avec un corps humain allait être très similaire à ce qu'il attendait, mais la tension physique sur son corps augmente en raison de l'utilisation de la draconification. De plus, les tentacules du poisson calamité sont maudits avec une compétence de réduction de récupération, donc l'assaut frontal est le seul moyen de le traverser. Il court à nouveau vers le noyau tout en coupant le tentacule et en y plantant les deux épées. Il réalise ensuite que la sous-espace qui constitue l'estomac s'effondre alors que le noyau est en train d'être détruit. Il passe maintenant à l'étape suivante. Détruire le cœur du poisson calamité est la première étape. La deuxième étape consiste à traverser les vaisseaux sanguins connectés à son cœur, puis cela attaque directement le cœur. Ensuite, la méthode finale consiste à expulser les arts de l'énergie du dragon. De plus, il a pu continuer à respirer grâce au souffle d'Éole. Il commence à attaquer à nouveau le cœur, mais soudain un tentacule passe de derrière à travers son corps et endommage l'un de ses cœurs. Il se retourne ensuite et coupe le tentacule avec son épée, mais réalise qu'ils augmentent en nombre. Alors il devrait battre en retraite, car il a aussi besoin de temps pour guérir ses blessures. Mais il dit ensuite qu'il ne peut pas revenir, car une fois qu'il le fait, il continuera à revenir. Alors le seul chemin qui reste pour l'instant est de continuer à avancer. Il vole maintenant rapidement pour atteindre la source principale. Au bout d'un moment, il se retrouve devant la source principale qui fournit de l'énergie à tout le corps du Calamity Fish. C'est un fragment de source divine qui faisait autrefois partie de l'arbre du monde, mais qui s'est ensuite divisé en fragments et est maintenant logé dans toutes les calamités. Alors qu'il est sur le point d'attaquer la source, la même chose se produit. Beaucoup de tentacules commencent à l'attaquer, mais cette fois, ils ont des bouches monstrueuses. Il commence alors à les couper avec son épée en disant qu'il ne va pas abandonner maintenant et qu'il va les tuer. Alors que Hansu avance maintenant, tuant ses tentacules monstrueux un par un, soudain un tentacule attrape sa jambe gauche, mais il le coupe aussi. Tout à coup, toutes ces tentacules l'attaquent ensemble, et il se retrouve coincé entre elles. Notre protagoniste coupe toutes les tentacules et s'en sort, disant que cela ne va pas l'arrêter. Notre protagoniste a réalisé que ces tentacules sont plus difficiles à gérer que tout ce qu'il a affronté dans le passé, donc il doit prévoir autre chose, car les frapper directement ne sert à rien. Il pense maintenant à sectionner les vaisseaux sanguins qui relient directement les fragments au poisson calamité. Il coupe maintenant tous les vaisseaux, et après un moment, le fragment se sépare de ces vaisseaux, et Hansu l'attrape.
Il dit maintenant que ce fragment est assez petit, malgré le fait qu'il contient un pouvoir immense pour soutenir le poisson calamité. Mais peu de temps après, la structure interne du poisson calamité commence à s'effondrer à cause de la suppression de la source d'énergie principale. Hansu réalise qu'il doit partir d'ici immédiatement. Sinon, il va se retrouver coincé dans cette destruction. Tout à coup, quelque chose frappe Hansu dans son épée et des fragments d'énergie tombent de ses mains. Il essaie maintenant de les attraper, mais perd connaissance. Soudain, un petit oiseau magique se pose sur son doigt, disant que quelqu'un l'a envoyé pour trouver un homme nommé Kang Hansu, qui va tuer le poisson du malheur. Pendant ce temps, sur les toits, certaines personnes crient maintenant après leur commandant, Lou, qui est le vice-commandant d'assaut de Beacon, et elles lui disent qu'elles ont trouvé quelque chose qui semble appartenir à Karls Morin. C'est le masque pour les yeux, qui appartient en fait à Karls Morin. Lou pense à ce qui lui est réellement arrivé alors qu'il était en mission pour aller à Quadratis. Un des membres lui rapporte qu'ils ont également découvert d'autres corps et il est confirmé qu'il faisait partie de l'unité de Karls Morin. Il pense maintenant que tous les signes indiquent que Karls et ses membres sont tombés victimes de Hansu. Tous les autres membres lui demandent ce qu'ils doivent faire maintenant, mais il pense à devenir commandant. Alors il dit que comme Karls est maintenant parti, ils doivent d'abord changer les titres. Pendant qu'il pense à cela, il est différent de Karls Morin, car il est devenu le commandant juste parce qu'il était là quelques années avant lui. Il demande maintenant à ses membres s'ils ont trouvé des survivants ou d'autres objets aussi. Les membres du clan lui rapportent qu'ils fouillent tout le navire, mais il semble que personne n'ait survécu à bord. Ici, le vice-commandant Lou trouve une épée coincée entre les rochers, après quoi ses membres lui signalent qu'ils n'ont pas trouvé de runes, mais ils ont trouvé des artefacts à l'intérieur du poisson du chaos. Il sort maintenant cette épée, mais l'épée se brise en morceaux pendant qu'il pense que c'est impossible qu'une chose massive comme le poisson calamité soit morte sans laisser de runes derrière elle. Et aussi, selon la situation ici, personne n'est sûr combien d'objets restent à l'intérieur dans leur forme originale. Il remet alors l'épée à sa place et pense à Hansu, s'il est vivant ou non. Ceci, il ordonne à ses hommes d'avancer et de trouver des traces de Hansu, tout en pensant qu'il devrait vérifier l'œil 1000 lumières planté à Quadratis pour trouver cet homme. En marchant, ses membres et lui atteignent l'endroit où se trouve la partie du corps du poisson calamité, et c'est en fait la partie de son cœur qui existait. En regardant la situation, il se demande si Hansu est vraiment suffisamment fort pour avoir tué le poisson calamité seul. Mais quelqu'un l'interrompt en appelant Maître Lou par derrière. Ici, Lou le corrige, disant qu'il est commandant Lou, pas vice-commandant. L'homme rapporte qu'un grand nombre de voyageurs arrivent ici. Il leur ordonne maintenant de rassembler tous les membres et de sécuriser cet endroit pour que personne ne puisse y entrer. Mais les membres de son clan disent que ces voyageurs sont nombreux et qu'ils ne peuvent pas les arrêter, alors ils doivent faire autre chose. Maintenant, tous les voyageurs sont au bord, observant ce qui vient de se passer, alors il assure à ses membres de ne rien faire car ils pourraient simplement venir parce que le poisson calamité est mort. Donc il n'y a aucune raison de leur demander d'arrêter tant qu'ils ne s'approchent pas. Les voyageurs parlent maintenant du poisson calamité, et c'est effectivement vrai que ce monstre énorme est mort. De plus, ils ne semblent pas croire que quelqu'un ait vraiment tué un si gigantesque poisson calamité. Sang est également présent parmi eux, alors il commence à dire qu'il a entendu dire qu'il y a beaucoup d'artefacts cachés à l'intérieur du poisson de la calamité. Il crie maintenant au commandant Lou et à ses membres, leur demandant s'ils vont prendre tous les artefacts pour eux-mêmes. Maintenant, tous les voyageurs pensent qu'il est déjà difficile d'obtenir les runes ici, car la chasse est très difficile ici. Il vaut mieux qu'ils réussissent à obtenir au moins un artefact. Maintenant, ils courent vers le poisson calamité, où le commandant Lou et les membres de son clan sont déjà présents. Ici, Lou crie qu'ils ne peuvent pas simplement débarquer ici, car cet endroit est sous la gestion de Beacon. Il ordonne ensuite à ses membres de les achever, et maintenant, tous les voyageurs et les membres du clan se battent entre eux. Ici, un petit œil les regarde se battre, volant au-dessus de leur tête. Puis, cette mouche ne vole plus devant Sophia, et elle se pose sur sa main. Sophia dit maintenant qu'elle est celle qui a demandé à la foule d'attirer l'attention de Beacon. Mais il semble qu'ils font un grand désordre, tandis que l'œil sur sa main a disparu. Donc ici, Minchul a dit nerveusement qu'il leur avait demandé de répandre des rumeurs. Sophia pense donc qu'elle ne pourra peut-être pas faire confiance à Minchul et Eren, mais malgré tout, ils sont tous les deux assez compétents. Mais maintenant, elle pense à certaines personnes parmi les voyageurs, et se rend compte que certains d'entre eux ont incité les autres exprès, et elle se demande qui ils sont réellement. Mais ensuite, elle dit que ça n'a pas d'importance parce que ça s'est bien passé pour elle. Mais elle pense aussi qu'ils ne vont pas durer longtemps parce qu'ils se battent en fait contre Beacon, donc elle doit saisir l'opportunité avant eux. Elle crée maintenant plusieurs yeux comme avant avec des ailes pour qu'ils puissent t'aider à trouver Hansu. Ces yeux sont en fait la sclère de Dieu, et ils émettent une lumière blanche et partagent leur vision avec l'utilisateur. Mais ils consomment plus d'énergie s'ils sont nombreux. De plus, il est assez difficile de tous les contrôler en même temps. Mais pour chercher discrètement, elle n'a pas d'autre choix maintenant, et cela fait déjà 3 jours, donc elle doit trouver Hansu maintenant. Elle est certaine que notre protagoniste ne peut pas mourir aussi facilement, alors elle est sûre de pouvoir le trouver quelque part. Pendant ce temps, Hansu est allongé inconscient sur les racines quelque part près de la mer, et la fée assistante, qui était dans la zone de tutoriel avant, essaie de le réveiller. Ici, elle dit qu'elle va l'embrasser s'il ne se réveille pas maintenant. Alors qu'elle est sur le point de l'embrasser, Hansu se réveille immédiatement, tandis que le fragment, qui était la source d'énergie du poisson calamité, est aussi allongé près de lui. Il regarde maintenant son corps et se rend compte qu'il a réussi à récupérer un peu avant que sa transformation en dragon ne se libère. Maintenant, il regarde le fragment et est reconnaissant de ne pas l'avoir perdu. Ici, il réalise que celle qui l'a réveillée n'est autre que la fée assistante, tandis que la fée assistante flotte juste dans l'air et lui dit bonjour. Il lui demande ce qu'elle fait réellement dans la zone rouge. La fée dit maintenant qu'il semble qu'il est bien conscient qu'ils ne peuvent pas entrer dans la zone rouge jusqu'à ce que quelque chose de très extraordinaire se produise. Puis elle l'étreint par l'épaule par derrière et dit que c'est vrai, mais elle ne peut tout simplement pas rester là à le regarder mourir.
Et en plus, la situation est loin d'être ordinaire. Elle dit ensuite qu'il est le premier voyageur ici à avoir vraiment tué le poisson calamité, et elle lui dit aussi que c'est leur règle de donner de plus grandes récompenses pour de plus grands exploits. Elle lui dit ensuite que le poisson calamité n'était pas censé être chassé, donc il n'y a pas de telle récompense. Mais ne pas lui donner de récompense serait très honteux, tandis que Hansu s'énerve à cause d'elle. Elle pense maintenant qu'il ne doit pas être venu ici avec de bonnes intentions, car il semble apprécier les situations cruelles et difficiles. Elle dit maintenant qu'ils ont beaucoup réfléchi à ce qu'ils devraient lui donner en récompense. Pour l'instant, elle va lui faire une offre et dit que ce ne sera pas une mauvaise offre. Elle utilise maintenant un peu de magie et soudainement, une rune nommée Seigneur des Morts, qui est de niveau de compétence 8, apparaît sur sa main. Elle lui demande maintenant de l'accepter comme récompense pour avoir tué le poisson calamité. C'est une compétence qui permet à son propriétaire de transformer des personnes mortes en fantômes, et ensuite, il peut leur donner des ordres. De plus, elle a même un effet spécial de QI renforcé par magie, et ensuite elle dit qu'elle ne peut même pas dire à quel point c'est plus puissant. Alors, Hansu pense que pour quelqu'un comme lui qui ne peut acquérir que cette compétence, ce serait une récompense très avantageuse. Mais ensuite, elle dit que cette récompense a une condition liée aux calamités restantes. Elle leur montre maintenant quelques fragments, et Hansu réalise ce qu'ils sont, alors il dit que cela lui suffit. Ici, l'assistante fée dit qu'il doit d'abord écouter l'explication, mais Hansu dit qu'il ne veut plus écouter et qu'il est prêt à accepter la deuxième offre. Elle est choquée et lui dit qu'il doit d'abord éliminer toutes les calamités pour recevoir la récompense. Et même s'il ne pouvait pas être capable de tuer ne serait-ce qu'un poisson calamité, il ne pourra pas prendre la récompense. Elle lui demande ensuite s'il est prêt à prendre la récompense, mais il saute dans la mer, disant qu'il va maintenant tuer le poisson calamité. De l'autre côté, la fée assistante est très impressionnée par le fait qu'il n'a même pas hésité un instant, et de plus, il ne la déçoit jamais parce que s'il avait choisi la récompense facile, il l'aurait déçu. Alors que Hansu va plus profondément dans la mer, elle pense qu'identifier toutes les calamités dans la zone rouge est en fait très difficile, donc il va avoir du mal pendant longtemps. Pendant ce temps, Disgorging Root, qui est une racine monstrueuse, devient furieuse car elle ne peut pas écouter la voix du poisson calamité. De l'autre côté, Hansu sort de la mer et pense qu'il aurait pu accepter l'offre de la fée, mais la situation est assez compliquée pour le moment parce qu'il est certain que son existence a en fait accéléré la détérioration de l'abîme, donc il doit tout terminer plus vite qu'il ne l'a fait par le passé. Ici, il se souvient que Kang Tae lui a dit alors qu'il allait voyager avec le cristal espace-temps d'Urkaniel, donc il devait accélérer autant que possible, parce que plus il utilisait la connaissance du futur, plus la détérioration de l'abîme s'accélérait. Il se souvient aussi comment Tae l'avait taquiné à ce sujet. Pour l'instant, Hansu pense que c'est assez agaçant qu'on lui ait imposé cette responsabilité. En même temps, il hallucine que la fille qu'il aimait, qui est morte dans le passé, lui tient la main et lui demande d'avancer, mais cette hallucination ne dure que quelques secondes avant qu'il ne revienne à la réalité. Notre protagoniste dit maintenant que, quoi qu'il en soit, dans cette situation, chaque compétence est un grand atout pour lui. Alors qu'il se tient devant le cadavre du poisson calamité, il dit qu'il ne s'attendait pas à une récompense pour avoir tué le poisson calamité. Il pense maintenant qu'il doit le faire pour maintenir l'équilibre dans la zone rouge et trouver la prochaine calamité. De plus, il peut simplement les attirer en utilisant le fragment du poisson calamité mort. Ce n'est pas comme avant quand il a tué le poisson calamité pour rembourser sa dette envers Sophia. Il pense maintenant à rencontrer Sophia, mais d'abord, il doit aller ailleurs. Soudain, les membres du clan du commandant Liu apparaissent de nulle part et l'entourent maintenant. Ils disent qu'ils vont le tuer maintenant, mais Hansu les remercie d'être venus, car il voulait confirmer quelque chose. Et avec toutes les personnes autour de lui, il peut demander à tout le monde. Il se bat maintenant avec tous les membres un par un, et les rassure de ne pas s'inquiéter, car il s'assurera qu'ils peuvent au moins parler après cela. Après un moment, toutes les personnes sont étendues sur le sol, inconscientes, tandis qu'il en attrape un par le col. Il regarde maintenant le ciel et pense que 3 jours ont déjà passé, ce qui signifie que toutes les autres calamités ont dû commencer à bouger. Ensuite, il dit qu'il ne peut pas croire qu'il a été inconscient si longtemps, et maintenant il court vite. Sinon, il perdra l'occasion d'éliminer d'autres calamités. Mais soudain, quelque chose tombe devant lui, alors Hansu s'arrête et regarde au-dessus. Un homme nommé Levanon Mikhail, qui est du clan Valkyrie et un affilié de LED, se tient au sommet et prononce son nom, Kang Hansu. Mais Hansu, sans l'écouter, dit qu'il est très occupé, donc il doit le laisser partir pour l'instant, pendant que l'autre homme à côté de Mikhail dit que Sophia le cherchait. Mikhail voulait le trouver en premier. Lorsque Mikhail dit à cet homme qu'il traverse, assurez-vous qu'il est tenu responsable d'avoir aidé les ordres des 7 fantômes comme il le souhaitait, et aussi, malgré le fait d'être l'aide du clan Valkyrie, il ne doit rien faire ici. Il saute de la falaise en disant qu'il doit d'abord s'occuper de Hansu. Ensuite, il sort l'épée et est sur le point de se battre avec notre protagoniste, mais soudainement, Dieuse Clara et Sophia apparaissent devant lui. Pendant que Sophia est contente d'avoir enfin trouvé Hansu, elle dit maintenant qu'il se mêle à ce genre de gens inutiles, mais dans l'ensemble, c'est un soulagement qu'il aille bien. De l'autre côté, Mikhail lui dit qu'elle ne devrait pas être ici, mais a gardé sa place parmi les 7 fantômes. Il pense maintenant qu'il sait déjà ce qui s'est passé ici, et il est également conscient de son implication. Mais elle dit alors qu'ils ne doivent pas arrêter Hansu, et s'ils y pensent encore, alors elle va se battre avec eux. Elle demande ensuite à Hansu de continuer à avancer et de tout lui laisser. Elle est maintenant prête à se battre avec eux, mais Mikhail dit qu'elle semble le mal comprendre, car il voulait juste savoir si Hansu est celui qui a tué le poisson calamité. Alors Hansu dit que même s'il l'a fait, cela ne doit pas lui importer. Mikhail dit alors que si c'est le cas, il doit faire ce qu'il doit faire, et il déplace alors sa main droite vers Hansu, tandis que tout le monde le regarde avec choc. Il demande ensuite à Hansu de prendre sa main, donc Sophia commence à lui demander ce qu'il entend par là et s'il veut coopérer avec eux.
Ici, notre protagoniste lui dit qu'il ne va rien gagner de lui, même s'il lui prend la main. Alors Michael dit, contrairement à Sophia, qu'il lui assure qu'il obtiendra un soutien direct de la part de tous les aides. Et il dit, cela semble être une bonne offre pour vous. Quant au propre bénéfice de Michael, il dit vouloir changer la zone rouge, car elle est ainsi depuis le jour où il est arrivé ici, et Hansu est le seul à réussir à la changer. Hansu pense maintenant qu'il a besoin de quelqu'un comme lui, et Sophia lui murmure à l'oreille qu'il a l'air suspect et lui demande s'il va accepter l'offre. Alors, il lui répond qu'il reste encore des gens qui souhaitent le changement. Ainsi, Hansu accepte son offre. Alors que Michael est sur le point de lui dire quelque chose, soudain tout le sol commence à trembler. Hansu demande maintenant à tout le monde d'esquiver, puis quelque chose déchire la terre et en sort. Ce qui sort de la terre est la bouche d'un démon, et il se demande ce que c'est. C'est une tige de la racine régurgitante appartenant à une des calamités, mais elle peut facilement aspirer tout ce qui l'entoure. Et grâce à son corps résistant, les attaques désordonnées ne l'affecteront même pas. De plus, elles sont en nombre élevé, les gens fuient donc pour sauver leur vie. Ils se demandent aussi si ce monstre n'atteint pas normalement les racines. Le monstre aspire maintenant les gens en lui, et comme ils sont des membres de Michael, il lui demande de les aider, mais il s'enfuit, disant qu'il mourra s'il reste près de lui. Mais ensuite, Hansu le retient, disant qu'il voulait l'aider, alors R lui demande d'y aller ensemble. Alors il lui demande où ils vont vraiment, mais Hansu lui dit juste qu'ils ne vont pas loin. Puis il sort son épée. Puis il attrape Michael et commence à courir vers le visage du monstre en disant « Allons-y dedans ». Mais alors que Michael est sur le point de dire que le couper serait beaucoup plus facile, Hansu l'entraîne dans la bouche du démon. Après un moment, Hansu se tient dans la bouche du démon, disant que ça ressemble exactement à ce qu'il attendait, et puis Michael tombe derrière lui, alors Hansu le taquine en disant qu'il est plutôt mauvais pour atterrir. Mais Michael commence à crier qu'il est celui qui l'a traîné ici sans même lui demander. Mais Hansu dit qu'il est celui qui s'est proposé de l'aider plus tôt. Là, Michael dit que ce n'est pas le genre d'aide qu'il offrait vraiment, et de plus, a-t-il vraiment un plan ou est-il juste venu ici sans réfléchir ? Alors que Hansu regarde le liquide présent sur le sol, il dit qu'il semble être un fluide nutritif. Ensuite, il dit que toutes les calamités ont une chose en commun, et il lui demande s'il est au courant. Alors que Michael y réfléchit encore, l'intérieur de la bouche du démon commence à bouger. Hansu lui demande donc de se préparer, car quelque chose est sur le point de se produire. Alors il réalise que tous les monstres présents dans la zone rouge sont ici, et maintenant ils viennent vers eux. Michael pense donc à s'enfuir, car il est très difficile et dangereux de se battre contre tous ces monstres. De l'autre côté, Hansu lui dit de garder à l'esprit que toutes les calamités sont qu'il faut continuer à aller de l'avant pendant qu'il va utiliser la compétence des arts de l'énergie du dragon, qui est revigorante. Ensuite, il dit qu'il n'y a aucun chemin pour revenir en arrière, puis il commence à courir vers les monstres, et il est en train de les tuer un par un. Pendant ce temps, Michael regarde cela et se demande comment il fait tout cela seul, car peu importe la force de quelqu'un, il ne peut pas avancer seul comme lui. Alors, il lui demande s'il a peur ou non, mais ensuite, Sophia apparaît de derrière, disant à Michael qu'il ne peut pas comprendre parce qu'il vient de le rencontrer. Elle crie maintenant à Hansu qu'il ne devrait pas disparaître comme ça sans prévenir. Comme elle est furieuse contre lui, Hansu dit qu'il connaît très bien sa personnalité, mais elle l'interrompt en disant qu'il ne la connaît même pas depuis si longtemps. Tandis que Michael commence à avoir peur et leur demande comment ils peuvent être si calmes dans cette situation. De plus, ils doivent faire quelque chose s'ils veulent sortir d'ici. Mais Sophia dit qu'elle est là pour aider Hansu et se battre avec lui, et que s'il a peur, il peut simplement s'enfuir. Ici, Michael dit qu'ils sont fous parce que cet endroit va générer tous les monstres sans fin de la zone rouge, et ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent résoudre seuls. Alors que Hansu et Sophia se battent contre les monstres, Michael se bat aussi contre le monstre avec son artefact qui est Windpath, et il dit aussi que c'est vraiment très stupide, mais il va les aider car c'est lui qui a donné sa parole. Il dit ensuite à Sophia qu'il verra également la véritable force des 7 fantômes, et surtout, il verra la force de Kang Hansu, car il s'attend encore plus de changements dans la zone rouge de Hansu, car c'est lui qui réussit à apporter un changement pour la première fois depuis un certain temps. Pendant ce temps, Sophia pense qu'il peut facilement dire après un petit moment que Hansu a réellement ce genre de force dont tout le monde parle, qui est la force de changer tout le monde et de guider tout le monde. Maintenant, 3 d'entre eux se battent avec tous les monstres. Après un moment, Michael dit qu'ils tiennent bon pour l'instant, mais il semble qu'ils reculent, et de plus, ils ne savent pas jusqu'à quand ils vont pouvoir repousser ces monstres. Mais Hansu dit qu'il est sûr que le nombre de monstres diminue en fait, ce qui signifie que la première vague est presque terminée. Il demande ensuite à Sophia si elle peut le voir aussi. Sophia est d'accord avec lui, disant que depuis son arrivée ici, elle l'observe avec ses compétences de bibliothécaire, et en plus, elle connaît l'emplacement approximatif, et il a juste besoin de temps pour le trouver. Elle ordonne ensuite au dieu Sclérat d'aller le chercher, parce que si la racine de la prochaine calamité poisson est similaire à celle de cette calamité poisson, qui vient de mourir, alors l'attaquer de l'extérieur est en fait inutile. Et la bouche du démon est un organe en forme de bouche pour dégorger la racine, et de plus, le seul endroit qui peut être endommagé est à l'intérieur. De plus, le véritable corps de la racine de dégorgement se trouve sous l'arbre monde. Il est profondément caché et encore plus difficile à endommager, mais si quelqu'un réussit à y entrer par la bouche du démon, alors il y aura un trou par lequel tous les monstres se déversent, et cet endroit est sa seule faiblesse, car il est connecté à l'intérieur. De l'autre côté, le dieu Sclérat est arrivé à cet endroit, donc Sophia crie maintenant qu'elle a trouvé l'endroit d'où sortent tous les monstres, mais ensuite, soudainement, elle a perdu sa connexion avec le dieu Sclérat.
car les monstres en sortent continuellement. De plus, elle dit que c'est très loin, donc tuer tous les monstres en chemin va être très difficile. Mais Hansu dit que ce n'est pas un problème car il va utiliser la compétence d'art du dragon qui est la draconification. Et puis, après un moment, la moitié de son corps se transforme en monstre. Puis notre protagoniste dit qu'il a juste besoin de quelques minutes pour tuer tous les monstres. Alors que Hansu est maintenant prêt à tuer les monstres, Sophia pense que ses arts énergétiques de transformation sont devenus assez puissants, tandis que Michael dit qu'il a même une compétence en art énergétique. Il est également capable de transformer son corps, mais Sophia lui dit que l'art énergétique de la transformation ne va pas. Mais ensuite, elle dit à Hansu que, compte tenu de ses forces, il n'est pas capable de gérer tous les monstres seul, alors elle doit lui ouvrir un chemin. Ici, Michael leur dit qu'il a demandé de l'aide à ses membres de clan en surface. Même lui ne sait pas combien de temps ils vont prendre pour venir ici, mais il est sûr qu'ils viendront ici. Il dit alors qu'il ne peut pas simplement rester là et regarder les deux combattre les monstres, donc il doit faire quelque chose, bien qu'il ne sache pas s'ils vont retenir les monstres, jusqu'à ce que de l'aide arrive. En les regardant, Hansu se souvient maintenant du temps passé avec Keldian et les autres, et il pense que cela semble si nostalgique. Il pose alors sa main sur son sac et dit qu'il doit utiliser ce qu'il a gagné auparavant. Il sort ensuite le fragment de son sac et il est en train de le broyer de façon novatrice. Alors Michael demande « Quel est le but de le broyer ?» Alors notre garçon lui dit qu'il ne fait pas simplement que le couper. Au lieu de cela, il va utiliser une partie de celui-ci. Il a ensuite planté la lame oubliée qu'il a obtenue de Gaizu et s'est frayé un chemin avec. Il dit alors que Gaizu a vraiment un œil pour les bonnes choses. Ils se tiennent maintenant devant le chemin que Hansu vient de créer. Il demande ensuite à Sophia et Michael de tendre leurs armes. Il utilise alors la résonance de puissance magique sur leurs armes, qui est une compétence inhérente à l'artefact permettant de prêter son pouvoir magique à une cible spécifiée. Il pense maintenant que c'est l'utilisation originale de cette relique, qui est la relique de Galadriel, et c'est l'une des reliques les plus recherchées parmi les reliques oubliées dans la zone rouge. De plus, cela n'a aucun sens si elle n'est pas éveillée par un fragment de pierre divine. Il court maintenant vers cet espace particulier tout en tuant les monstres. Mais de l'autre côté, beaucoup de monstres sortent maintenant de la bouche du démon vers la route supérieure. Alors Minchul ordonne maintenant aux gens de ne pas reculer et de continuer à se battre avec eux. Pendant ce temps, il pense que c'est la première fois qu'il voit tous les monstres grouiller ensemble. Mais ensuite, le pigeon voyageur de Michael apparaît devant lui. Alors qu'il est sur le point d'attraper le pigeon, le commandant loup apparaît soudainement de nulle part et tient maintenant le pigeon voyageur dans sa main. Il dit maintenant à Minchul qu'il se demandait ce que faisaient tous les rats dans son territoire. Mais maintenant, il réalise que ce n'étaient pas seulement les voyageurs ordinaires, mais aussi ces gars-là. Il tue ensuite ce pigeon voyageur et dit à Manchul qu'il est sûr qu'il les a informés qu'il est à la recherche du roi Hansu. De plus, il dit que c'est une affaire de Beacon et qu'il devrait s'en écarter, car toutes les choses liées aux calamités sont spécifiquement sous la juridiction. Il repart maintenant, mais Minchul crie depuis l'arrière qu'ils ne peuvent pas s'enfuir maintenant. Mais Lou dit qu'il semble mal comprendre ce qu'il vient de dire. Comme il le dit, il ne peut s'occuper que des petites fricassées en surface, car Lou a des choses plus importantes à gérer après tout. Après un moment, le commandant Lou et ses membres sont aussi à l'intérieur de la bouche du démon et il appelle maintenant Lévinon Michael. Mais il demande à Lou Hong ce qu'il fait ici. Alors il répond que s'il ose faire quelque chose sur son territoire, alors lui en tant que commandant doit assumer toute la responsabilité. Il lui ordonne ensuite de sortir car cet endroit est sous leur juridiction. Mais ici, Michael dit qu'ils vont le regretter. Puis il réalise que l'entrée d'où ils sont venus est maintenant en train de se fermer. Tous les murs bougent maintenant. Alors Lou dit qu'il n'a jamais entendu parler de la bouche d'un démon qui bouge comme ça. Mais ensuite, Michael dit qu'il y a ici un problème encore plus grand. C'est qu'il est encore plus difficile d'utiliser les compétences ici qu'à l'extérieur. Il dit maintenant qu'il n'a jamais pensé que son pigeon voyageur ferait appel à une personne aussi importante. De plus, il dit que s'il veut sortir d'ici vivant, il doit se battre avec eux. Alors que Lou est sur le point de dire quelque chose à Michael, Hansu les interrompt en disant de se dépêcher, sinon ils vont mourir. Comme le commandant Lou voit Hansu pour la première fois, il pense que cet homme est très fort, mais il ne l'a jamais vu auparavant. Il se demande maintenant s'il est vraiment cet homme qui a tué le poisson calamité. De plus, comme l'entrée est bloquée, utiliser sa force ici contre Hansu est juste une perte, donc il réalise qu'il n'a pas le choix maintenant. Ainsi, il ordonne à ses membres du clan d'aller tuer tous les monstres. Pendant ce temps, il pense maintenant à informer quelqu'un de la situation, car il ne peut pas être en retard s'il veut s'occuper de Hansu plus tard. De plus, bien qu'il soit un nouveau venu, Hansu semble très familier avec les combats ici, et même son taux de croissance est très rapide. Mais c'est suffisant maintenant. De plus, il est évident qu'il est fort grâce à Sophia, qui est un fantôme, mais ensuite, Hansu apparaît derrière lui en disant « ça ne va pas suffire ». Alors Lou pense maintenant qu'il doit d'abord s'occuper de lui pour que cette personne le nomme commandant d'assaut. Ensuite, il demande à notre protagoniste ce qu'il entend par là. Hansu dit alors qu'il ne va pas pouvoir tenir dans son état actuel. Et il ajoute qu'il semble que Beacon soit plus faible qu'il ne s'en souvient. De l'autre côté, les pouvoirs magiques de tous les gens sont maintenant perturbants. Ainsi, Hansu pense qu'il savait que le fait de perturber le pouvoir magique parmi tous les gens allait être très difficile. Il leur ordonne alors de se concentrer sur le contrôle de leur pouvoir magique pendant le combat. Tandis que Hansu est déjà entré dans l'usine, la racine en colère devient furieuse après avoir su qu'il y a un intrus ici et dit qu'elle va le tuer. Lu et les membres de son clan se battent maintenant avec des monstres, tandis que Lu pense qu'il ne s'est jamais vu aussi impuissant auparavant. Et de plus, il a découvert la véritable force de notre protagoniste, car personne n'est vraiment conscient de la véritable force de Hansu, qui est que même s'il est à l'intérieur de la bouche du démon, il est recouvert d'une couche de pouvoir magique très forte, mais il peut facilement briser tous les murs de racines qui les entourent.
Il pense à attraper Hansu lui-même pour que la personne qui lui est supérieure puisse le voir différemment. Il se dirige maintenant vers Hansu, mais soudain, son flux de pouvoir magique s'arrête et un monstre l'attaque. Là, Sophia arrive et aide Lu en tuant le monstre, puis elle dit qu'elle ne peut plus l'aider, alors il doit trouver quelque chose. Bien que Lu soit furieux parce qu'il a dû recevoir de l'aide de Sophia, qui est la plus hérétique des 7 fantômes, il ordonne maintenant à son équipe de se dépêcher et de tuer tous les monstres. Pendant ce temps, Sophia regarde sa magie, qui fluctue également, et se dit qu'elle ne peut plus aider personne car les pouvoirs magiques que Hansu partage avec elle ne fonctionnent plus correctement maintenant. De l'autre côté, Hansu envisage d'entrer dans le tunnel d'où viennent tous les monstres, mais Sophia dit que c'est trop dangereux d'entrer car c'est en fait le passage pour tous les monstres. Mais Hansu dit qu'ils n'ont pas d'autre option, alors il doit entrer car c'est le seul chemin qui mène plus loin dans la gueule du démon. Mais il dit qu'il ne peut pas simplement laisser les ennemis derrière lui avant d'entrer. C'est donc pourquoi il va à l'intérieur, tout en laissant derrière lui les choses pour qu'elle s'en occupe. Mais Sophia pense qu'elle va le suivre peu de temps après qu'il soit entré. Peu de temps après, Hansu a atteint la zone centrale à l'intérieur de la racine. Il se tient maintenant devant les personnes qui sont les gardes sécurisant l'intérieur de la racine, et en fait, ce sont les derniers membres survivants de l'armée d'Elfenheim. Il court maintenant avec l'épée oubliée dans ses mains pour se battre avec eux. Mais dès qu'il s'approche d'eux, soudain l'un des gardes commence à grandir en taille, et puis met sa main sur Hansu avec tous ses pouvoirs. De l'autre côté, notre protagoniste utilise toute sa force pour ne pas mourir sous sa main. Notre garçon pense que ses mouvements sont différents parce que son corps est toujours vivant, alors pour se battre avec lui, il doit utiliser les pouvoirs de Nirmaha au sommet de la relique éveillée en utilisant les fragments de la pierre divine. Il va maintenant utiliser le premier pouvoir de l'anneau de Nirmaha, qui est la destruction. L'attaque a réussi parce que le monstre a effectivement retiré sa main. Mais ici, Hansu se rend compte que ses blessures sont en fait moins graves qu'il ne le pensait, alors il doit se concentrer sur ses forces. Ici, Ekadron, qui est aussi de l'armée d'Elfenheim, s'avance, et Fabian, qui se battait avec lui avant, revient vers lui. Pendant ce temps, Hansu pense qu'ils sont 2 généraux morts d'Elfenheim qui gardent maintenant la racine déversante. De plus, l'autorité n'est pas vraiment utile pour les endommager parce qu'ils utilisent une relique pour le bloquer. C'était en fait les dispositifs de protection d'Elfenheim utilisés pour protéger la plante, et de plus, cela fait longtemps qu'Elfenheim est tombé, mais ils sont toujours actifs. En plus, leurs attaques sont incroyables, car des attaques médiocres ne feraient pas une telle chose. Il pense maintenant que son bras droit s'est brisé lors de la dernière attaque, donc son taux de croissance jusqu'à présent n'est pas vraiment mauvais. Il regarde maintenant ses statistiques et pense que malgré le taux de croissance rapide et l'utilisation d'une rune rouge, il n'a toujours pas pu bloquer complètement les dégâts. De plus, il a réparti sa force entre Sophia et d'autres pour qu'il puisse nettoyer les choses derrière lui. Toutes ces choses sont selon son plan. Maintenant, il ne reste qu'une seule variable, c'est le fait que les généraux de Elfenheim utilisent excellemment les reliques parce que, quant à lui, il a utilisé les fragments de pierre divine pour éveiller les reliques. Mais les utiliser parfaitement est une autre histoire, donc il doit tirer autant de force qu'il peut de la pierre divine et de la relique. Comme sa cible n'est pas seulement les généraux d'Elfenheim, il regarde maintenant la racine dégorgée derrière eux et dit que c'est sa véritable cible qui fournit de la force aux généraux et aux calamités aussi. Alors qu'il y pense, une foule de cadavres commence à sortir d'un trou qui est en fait l'armée de Galadrion, et il se demande si le deuxième dispositif de sécurité s'est réellement activé. Notre protagoniste les regarde maintenant et dit que c'est une bataille de chiffres, mais qu'il a aussi quelque chose de préparé pour cela. Tandis que Hansu combat ses monstres, d'un autre côté, Sophia, Michael, Lu et d'autres membres sortent du trou et courent vers lui. Tous doivent maintenant combattre avec ces monstres, pendant que quelqu'un dit qu'ils viennent de se débarrasser des monstres pour venir ici. Mais maintenant, ils doivent combattre l'armée des zombies ici. De plus, ils sont très forts. Ici, Sophia regarde l'armée et pense que l'armée de Galadrion est en fait contrôlée à l'intérieur de l'estomac du poisson calamité, car elle était à l'origine une armée destinée à protéger cet endroit. Pendant ce temps, Lu pense qu'il n'avait pas réalisé que la bataille allait être de cette ampleur, et de plus, il dit qu'il ne semble pas que les choses se passeront comme prévu, et se demande jusqu'où Hansu va mener cette bataille. Pendant ce temps, Hansu essaie d'endommager la racine, mais réalise qu'elle se rétablit beaucoup trop vite. De plus, les 2 généraux qui l'attaquent simultanément posent également un gros problème. Il pense maintenant que son corps ne va pas durer longtemps s'il continue d'utiliser les arts de l'énergie du dragon à ce rythme, car il force la force draconique à guérir son corps tout en utilisant le pouvoir magique. C'est pourquoi il a l'impression que ses vaisseaux sanguins internes vont éclater. Il prévoit alors de viser une seule chose qui est le cœur central. Les Elfenheim étaient l'armée qui régnait autrefois sur la zone rouge dans le passé, et pour contrôler l'écosystème, ils ont créé cet arbre-monde, et ont aussi créé une plante qu'ils ont cachée sous l'arbre-monde, qui est en fait la fondation de l'arbre-monde et génère toute la vie dans la zone rouge, mais avec le temps, la plante a cessé de fonctionner à cause des calamités. Ensuite, la racine de déchargement a été créée pour soutenir la plante, mais elle est devenue un être de calamité, ce qui explique pourquoi la plante est maintenant déchaînée. Pendant ce temps, Hansu se bat avec les généraux et pense que la racine de déchargement manque d'autorité suffisante. Donc tout ce qu'elle peut faire, c'est gagner du temps. Peut-être est-ce pour cela qu'elle a activé le système de sécurité pour gagner un peu de temps. Il pense maintenant à l'armée d'Elfenheim qui compte 5 généraux, et qui existe uniquement pour protéger la planète. De plus, ils ont lancé un sort de préservation sur les vestiges vivants d'Elfenheim et sont devenus une armée immortelle. Et surtout, ils ont encore les pouvoirs destructeurs et régénérateurs qu'ils avaient à leur apogée. Les corps d'Elfenheim sont en fait plus durables que les corps humains, ce qui en fait des adversaires plus coriaces pour les autres.
Mais s'il utilise les arts de l'énergie du dragon pour activer la draconification, il peut facilement se créer une opportunité momentanée. La chose à laquelle il doit faire le plus attention est leur capacité régénérative, qui est continuellement alimentée par le cœur central grâce au pouvoir magique de la plante. De plus, on a l'impression que les zombies se régénèrent à l'infini. Hansu dit que les choses ne vont pas se terminer à ce rythme, car les 5 généraux ne sont qu'une distraction parce qu'il n'a qu'un seul objectif. Il va encore utiliser le droit de destruction de Nirmaha. Il envisage également d'utiliser la draconification pour maximiser sa puissance magique. Notre protagoniste pense que, en plus du pouvoir original de la relique, qui est combiné avec le fragment de la pierre divine, il la superposera avec les pouvoirs magiques de l'anneau de Nirmaha, puis il combattra avec toute sa puissance. Il est maintenant prêt à affronter tout ce qui se mettra sur son chemin, et il dit que même si c'est l'armure de Fabian, créée avec les reliques des Galadrians, elle ne pourra toujours pas complètement bloquer la destruction de son autorité provenant de l'anneau de numérotation solo de Nirmaha. Il attaque ensuite Fabian, tout en lui demandant de rester tranquille un moment pour se régénérer. Maintenant, Ekadran l'attaque, car les perles d'Ekadran ont une durabilité élevée par rapport à l'armure de Fabian. Cela signifie qu'il peut les détruire, mais il doit simplement ajouter plus de force. Comme Hansu n'a utilisé qu'un peu de force, cela se divise en 2 morceaux, donc Hansu se demande si cela se divise tout seul. Mais il se rend ensuite compte qu'il a délibérément libéré le ki, renforcé par la magie autour de la relique, pour attirer une attaque. Donc cela signifie que tant que le corps principal n'est pas endommagé, rien ne va arriver à la relique. Donc il dit que cela signifie que même si vous coupez la relique, la force qu'elle contient restera la même. De l'autre côté, les gens continuent de se battre avec les zombies, et ils sont maintenant assez épuisés, alors qu'un des hommes dit qu'il ne sait pas combien de temps ils doivent continuer à faire cela. Pendant ce temps, un des membres dit que les pouvoirs magiques ont été secoués, donc il n'a pas pu bouger correctement tout ce temps, et même sans cela, il continue de combattre les monstres. Ils demandent maintenant au commandant Liu qu'ils ont combattu contre les monstres. Mais leur nombre ne semble pas diminuer, et ils viennent encore et encore. Ici, Michael leur suggère de ne pas baisser leur garde, car tous ces zombies vont bientôt revenir à la vie. Puis, un membre crie maintenant sur Michael, disant que tout cela est à cause de lui, mais Michael dit qu'ils n'ont pas le temps de se plaindre de ça, et leur conseille de continuer à se battre. Mais ensuite, Sophia apparaît devant eux, et tous la regardent maintenant. Alors elle leur demande d'oublier tout et de se concentrer uniquement sur le combat contre l'armée Galadrian, car sinon ils mourront. Pendant ce temps, Liu pense qu'il croyait que Sophia était celle qui avait vraiment tué la calamité, mais après l'avoir observé, il réalise qui sait vraiment tout et prend toutes les décisions. De plus, il doit informer cette personne à propos de Hansu, car il est en réalité plus fort qu'il ne l'imaginait. De l'autre côté, Hansu se bat toujours avec les généraux et pense que lorsqu'il en bloque un, 2 autres apparaissent, donc il lui est impossible de les bloquer tous en même temps. De plus, esquiver est impossible quoi qu'il fasse. Puis l'un des généraux attaque sa jambe, et il ressent la douleur comme si sa jambe était arrachée. Notre protagoniste avance maintenant, et pense que si c'est l'étendue des dégâts, il doit utiliser le rebond pour les traverser, car il pense qu'il doit réussir à porter un coup, et ce n'est pas grave s'il est touché dans le processus. Mais ensuite, Ekadran attaque son bras. Il piège ensuite Ekadran pour qu'il se place devant la pierre, et alors qu'Ekadran est prêt à l'attaquer, Hansu attaque soudainement la pierre derrière lui, ce qui était son plan initial, car cette pierre est la source d'énergie pour les généraux, et les autres monstres également. Il dit alors « Mettons fin à cela » et attaque les généraux avec toutes ses forces. Après un moment, il a tué les généraux. De l'autre côté, les chevaliers Galadrian ont également cessé de bouger, donc Sophia et Michael se demandent si c'est vraiment fini. Ici, Hansu apparaît devant eux avec le bracelet de Fabian à la main et leur dit que la source d'énergie est partie, donc ils sont en sécurité pour l'instant, mais c'est en fait le début car ils doivent se diriger vers le prochain endroit. Alors Liu lui demande s'il envisage vraiment d'aller plus loin que lui, et les membres du clan de Beacon vont se retirer car ils ne sont pas assez fous pour emprunter un chemin aussi dangereux. De plus, ils ont suivi ses indications auparavant parce que c'était une urgence, mais ils ne suivent pas vraiment ses ordres, donc ils ne sont pas obligés de le rejoindre davantage. Ici, Hansu sort son épée et la brandit devant Liu, alors qu'il est sur le point de le tuer avec l'épée, pendant que Liu lui demande de prendre leur propre chemin. Ici, le commandant Liu réalise ce que Hansu vient de faire, alors il devient furieux et commence à lui demander comment il a osé l'attaquer. Mais Hansu dit qu'il le comprend mal car il n'essayait pas de l'attaquer. Il était plutôt en train de tracer le chemin qu'il allait emprunter. Il leur demande ensuite s'ils peuvent retenir leur souffle alors qu'ils pointent derrière leur dos. En se retournant tous, ils réalisent que toute l'eau de mer vient effectivement vers eux. Maintenant, tous les membres et même le commandant Liu sont submergés par cela. Après un moment, l'eau de mer a disparu et Liu est furieux contre Hansu car il a essayé de noyer tout le monde ici. Et il dit aussi qu'il ne peut pas croire qu'il ait fait cela alors qu'ils essayaient de partir. Il dit maintenant qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser la plume de l'arbre monde pour sortir d'ici. Mais quand il sort la plume et s'apprête à l'utiliser, il reçoit le message qu'il ne peut pas l'utiliser ici. Le commandant Liu est très confus et dit qu'il ne peut pas utiliser l'artefact ici, qui est en fait utilisé pour aller n'importe où dans la zone réelle. En attendant, Hansu se tient assez près avec son dos tourné vers lui. Il dit donc ici à Liu qu'il semble qu'il ne comprenne toujours pas la zone rouge, car il ne peut utiliser aucun artefact ou même une plume à l'intérieur du poisson calamité ou de l'arbre du monde. Plus précisément, cela signifie que comme ils ne sont pas à l'intérieur du donjon, ces artefacts ne s'activeront pas. C'est parce qu'un fragment de pierre divine en restreint l'utilisation. Il se tient maintenant à l'endroit où la racine dégorgée parasite l'arbre monde, qui se trouve à l'intérieur des racines de l'arbre monde et aussi au centre de la zone rouge. En regardant les reliques de 5 généraux dans ses mains, il dit qu'ils sont plus proches de l'endroit où se trouve la plante. Il a ensuite dit qu'il a apporté les reliques de 5 généraux, il doit donc les éveiller en utilisant le fragment d'une pierre divine, car en augmentant simplement le nombre de reliques qu'il a, il sera plus facile de stabiliser le mana qui s'échappe du fragment de pierre divine.
Bien qu'il n'utilise pas beaucoup de cela, un fragment de la pierre divine était à l'origine un pouvoir que seul un complet, vraiment proche ou un candidat peut utiliser correctement. Notre protagoniste pense maintenant que les choses vont devenir plus faciles pour lui à partir de maintenant. Pendant ce temps, le commandant Liu s'énerve contre lui, disant qu'il a osé faire une chose pareille et agir comme si rien ne leur était arrivé. Il dit alors qu'il va obtenir le poste de commandant de la première unité dès qu'il sortira d'ici. En tant que futur commandant de la première unité de la célèbre balise, il ne permet à personne de passer. Mais notre protagoniste l'interrompt en disant que s'ils veulent partir, ils peuvent le faire, car il est en fait plus rapide de vaincre le corps principal. De plus, tout le monde ici possède une résistance formidable, donc ils peuvent en fait bien résister au poison. Après avoir écouté notre garçon, un des membres dit que c'est en fait mieux que d'être brûlé. D'un autre côté, le commandant crie maintenant après Hansu, lui demandant de ne pas répliquer car il n'autorise personne à lui donner des ordres. Mais Hansu se détourne simplement, disant qu'il peut faire ce qu'il veut car cela ne va rien changer. De plus, cela va être moins dangereux, donc c'est à lui de décider s'il veut le suivre ou non. Mais ensuite, il dit que c'est un meilleur choix de le suivre, car alors, ils pourront quitter cet endroit en toute sécurité. Hansu assure maintenant aux gens qu'il est certain que la zone rouge va changer de manière sans précédent. Michael et d'autres membres écoutent maintenant notre protagoniste attentivement, alors il leur conseille de ne pas manquer l'opportunité de le suivre. Les gens se demandent maintenant si la zone rouge va vraiment changer, car tous souhaitent que cet endroit devienne meilleur. Ici, Michael dit que la zone rouge n'a jamais changé depuis le jour où il est arrivé ici, et Hansu est celui qui réussit à la changer. Par conséquent, il dit qu'il a besoin d'un coup de vent pour faire bouger les marées immobiles. Ainsi, ils ont vraiment besoin de quelqu'un comme notre protagoniste. Pendant ce temps, Hansu continue simplement à marcher. Alors, Michael dit de derrière que c'est la raison pour laquelle tout le monde devrait faire attention à ce qu'il souhaite. Mais Liu dit que Beacon va agir avec indifférence, et il dit aussi à Hansu que même s'il leur demande de lui prêter leur force, ils ne lui donneront pas car il est déjà trop tard. Et il dit qu'il va s'assurer que Hansu souffre pour avoir osé le mépriser. Ici, Hansu dit simplement « Oui, bien sûr », car il ne peut pas simplement les traîner avec lui. Pendant ce temps, il pense aussi qu'il agissait autant que possible selon les attentes d'Eris, mais il y a toujours quelques exceptions. Le commandant Liu lui demande furieusement s'il va continuer à regarder le beacon pendant qu'il regarde Sophia, qui se tient assez loin d'eux, car elle regarde quelque part avec la sclère du dieu et murmure que quelque chose est étrange à ce sujet. Elle dit qu'Hansu pourrait se tromper cette fois, car elle est sûre que ses compétences d'observation ont détecté des mouvements à proximité. Pendant ce temps, sur les racines, les gens continuent de se battre avec les monstres. Pendant ce temps, Hansu pense que ce sont des monstres mal formés et se demande si la plante devient folle car ces créatures ne ressemblent pas à des êtres complets et il a l'impression qu'elles n'étaient pas destinées à vivre dans un écosystème adéquat. De plus, il est sûr qu'elles vont mourir une fois qu'elles auront épuisé leur force vitale. Mais jusqu'à ce moment-là, ils vont consommer tout ce qu'ils voient. Hansu se demande également comment la racine de déglutition a perdu le contrôle de la plante. Il dit maintenant que de telles mesures désordonnées ne vont pas l'arrêter et ici, il porte aussi ce bracelet de Fabian. Pendant ce temps, sur les toits, les aides donnent leur rapport, tandis que les voyageurs disent qu'ils ont besoin de plus de provisions. De l'autre côté, quelqu'un ordonne à un garçon nommé Johan d'apporter les fluides nutritionnels. Il fait maintenant tout le travail lourd et dit que tout a été un vrai désastre ces derniers jours. Et dit que l'histoire selon laquelle quelqu'un a tué le Calamity Fish n'était rien, juste une histoire absurde. Mais il se rend compte que c'est en fait vrai. Il pense maintenant que lorsqu'il a rencontré le poisson calamité pour la première fois, il se souvient encore comment ses mains tremblaient, et il se demande quand Hansu a réellement commencé à planifier de tuer le poisson calamité. Pendant ce temps, Sang écoute tout cela, et il se tient maintenant devant lui et lui demande s'il a rencontré Hansu avant. Il est très effrayé en se souvenant de ce que Karls a fait avec lui auparavant, et il pense qu'il pourrait s'agir d'un autre groupe qui le recherche. De plus, il ne sait même pas où Hansu se trouve cette fois. Alors Johan dit qu'il n'a rien à dire à quelqu'un qu'il ne connaît même pas. De plus, l'endroit est plein d'assistants, donc il dit qu'utiliser la force sur lui ne serait pas une bonne idée. Mais Sang dit qu'il semble mal le comprendre, car il n'est pas là pour se battre avec lui. Ensuite, il s'excuse auprès de lui, disant qu'il a oublié de se présenter auparavant, et il lui dit son nom, qui est Choi Sang-jin. Puis, il ajoute qu'il est curieux à propos de Hansu, car il est son ami. Donc Johan dit qu'il a en fait mis du temps à venir ici, et il semble qu'il soit finalement arrivé ici grâce à l'aide de Hansu. Et il dit ensuite que c'est comme sur le bateau, car Hansu l'a beaucoup aidé aussi. Il dit qu'il a réalisé que Hansu est en fait différent des autres au moment où il a apporté ce bateau et a demandé à tout le monde d'y monter. Mais ensuite, il s'arrête et dit qu'il veut demander quelque chose à Sang-jin. Il lui demande alors ce que Hansu vise réellement. Sang dit que s'il lui demande des détails, il ne les connaît pas. Mais Johan lui demande s'il est vraiment son ami. Ici, Sang commence à lui dire que Hansu a toujours des projets qu'il ne raconte à personne. Et de plus, il n'est pas le genre de personne qui explique les petites choses aux gens. Mais Johan le regarde et pense à Hansu, c'est pourquoi il agit ainsi. Pendant ce temps, Sang pense que cela n'a plus d'importance, car il va tout résoudre lui-même. Ici, il se souvient du moment où il a demandé à notre protagoniste de l'utiliser, et aussi du fait qu'il a été réellement sauvé par Hansu. Il dit ensuite que c'est la raison pour laquelle il a décidé de suivre le même chemin que Hansu, afin de pouvoir l'aider chaque fois qu'il en a besoin. Mais la clé réside dans sa capacité à le suivre, et la raison pour laquelle Hansu ne cherche pas son aide. Il est dans la zone rouge car il manque de quelque chose. Mais ensuite, quelqu'un crie le nom de Sang de loin, disant qu'ils doivent partir maintenant. Puis il s'éloigne, remerciant Johan de lui avoir tout dit. Il est sur le point de dire que s'il revoit Hansu, mais il s'arrête. Il dit alors qu'il le fera lui-même, comme Hansu le ferait.
Il dit maintenant qu'il doit faire des efforts car il est loin derrière Hansu. De plus, il pense qu'il est certain que Hansu se bat férocement quelque part. De l'autre côté, Hansu se bat avec des monstres et pense qu'il se fournit en pouvoir magique en utilisant le fragment de la pierre divine. Donc cela signifie qu'il doit se concentrer sur les pouvoirs plutôt que sur la durabilité. Le commandant Liu et ses membres se tiennent derrière lui et il pense qu'il est impossible pour lui d'être aussi fort car il vient d'arriver et il est impossible pour quelqu'un de devenir aussi fort en si peu de temps. Mais ensuite, Hansu commence à lui dire qu'il voulait juste l'informer que le chemin du retour ne contient rien d'autre qu'une cascade d'eau empoisonnée. Alors il leur souhaite bonne chance et entre dans l'endroit disant qu'il va de l'avant et que les autres peuvent le suivre selon leur volonté. Sophia et Michael courent aussi derrière Hansu, donc un des membres du clan dit à Lu qu'il est le seul à connaître la sortie, donc il vaut mieux le suivre. Alors même le commandant Lu dit que s'ils veulent survivre, ils doivent le suivre, donc il ordonne à ses membres de se dépêcher et commence à le suivre. Pendant ce temps, dans l'endroit où se trouve la racine dégageante et la plante, quelqu'un dit que c'est presque terminé. C'est une création réalisée en implantant parfaitement les pouvoirs innés de la plante. La racine dégageante a créé quelqu'un qu'elle a nommé Alpha. Elle demande maintenant à Alpha de se réveiller car c'est la force vitale qui va maintenir la zone rouge. La racine régurgitante demande ensuite à Alpha de suivre ses ordres. Elle lui ordonne ensuite d'éliminer tous les intrus, mais Alpha dit qu'une personne de son statut n'a aucune raison d'obéir à quelque chose comme une racine régurgitante. Mais il devient furieux et commence à hurler que c'est lui qui l'a créé. La racine régurgitante dit aussi qu'il n'est rien d'autre qu'une simple réplique qu'elle a créée, mais Alpha devient très furieux et demande comment elle ose prétendre être son créateur. Il attaque ensuite la racine régurgitante et lui demande de lui remettre la clé de l'armurerie, mais la racine régurgitante devient furieuse contre lui. Il lui demande comment il a osé attaquer son propre maître. Ici, Alpha traite la racine d'imbécile et lui conseille de réfléchir à la situation, car elle déverse continuellement le monstre pour se défendre, et pour cette raison, elle n'est pas en mesure de restaurer la plante. De plus, c'est pour cette raison qu'il lui demande de lui remettre les clés, car c'est lui qui peut se battre avec eux. Pendant ce temps, la racine dégorgeante pense que bien qu'elle ait été choquée par les attaques soudaines, elle semble toujours suivre ses ordres. Alors, la racine dégorgeante ouvre l'endroit où la clé se trouve dans la pierre divine. Puis Alpha tend la main pour prendre la clé, mais tout à coup, il commence à tirer la pierre divine. Là, la racine dégorgeante réalise ce qu'il est réellement en train de faire et commence à lui crier dessus. Mais après un moment, il attrape la pierre divine hors de la racine dégorgée, et la racine meurt sur le coup, car la pierre divine était la principale source d'énergie. Ici, Alpha dit qu'il va tenir sa promesse et qu'il résoudra sûrement le problème. De l'autre côté, Hansu et d'autres se battent avec les monstres. Michael demande aux gens de ne pas s'arrêter et de continuer à se battre, car il pense qu'il doit y avoir une fin à tous ces monstres. Mais ensuite, tout à coup, de nombreux tentacules commencent à sortir du sol en le déchirant. Ils deviennent maintenant grands et attaquent également tous les voyageurs. Alors les gens se crient dessus de faire attention à eux, pendant que notre protagoniste est en train de courir d'un endroit à un autre pour couper les tentacules autant qu'il le peut. Même les monstres l'attaquent simultanément. Pendant ce temps, Hansu pense que ce système de défense interne est assez faible par rapport au système de défense du poisson calamité, et même les monstres sont faibles ici. Et surtout, ils deviennent de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'ils grandissent. D'un autre côté, Lu et d'autres personnes combattent les monstres. Alors Hansu pense qu'il devrait les laisser s'en occuper et continuer à avancer vers son objectif principal. Mais soudainement, tous les tentacules tombent morts sur le sol et les gens se demandent ce qui leur est arrivé. De l'autre côté, Hansu réfléchit aussi à la raison tout en regardant vers le haut, mais soudain il se met à courir. Pendant ce temps, Sophia l'appelle. Il est maintenant dans la partie où la racine déversante et la plante sont présentes. Il est maintenant debout sur une falaise et se demande ce qui est arrivé à la plante, car elle est éteinte. Mais soudain, quelqu'un l'appelle pour qu'il descende de la falaise. Hansu réalise que quelqu'un est présent en bas de la falaise, alors il saute de la falaise en pensant que l'usine est éteinte parce que quelqu'un a pris la pierre divine. Et peut-être que cette personne est celle qui a pris le fragment de la pierre divine. De plus, il se demande aussi qui pourrait bien être cette personne car personne n'a atteint le centre de la racine jaillissante à part eux. Il atterrit alors sur le sol et se tient maintenant dos à Alpha. Il commence ensuite à dire à Hansu, tout en tenant la pierre divine dans sa main, qu'il est en fait plus intelligent que les autres insectes. Hansu le regarde maintenant du coin de l'œil, et Alpha continue de parler de la façon dont il utilise cette clé avec précision, même s'il n'appartient même pas à leur race. Alpha lui montre maintenant la pierre divine, et demande à notre protagoniste s'ils peuvent parler de la clé que notre protagoniste possède. Le véritable nom des 5 reliques que possèdent les 5 généraux est Clé, et la raison pour laquelle elles sont appelées la clé est simple, si l'on rassemble toutes les reliques, on peut facilement obtenir l'autorité complète pour contrôler l'arbre du monde. Alors que Hansu réfléchit encore à la façon dont il a nommé la relique comme une clé, ces gens d'Elfenheim qu'il avait rencontrés dans l'abîme ont dit cela. Ils pensent également qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ils appellent les reliques des clés, mais il est impossible qu'ils soient ici en ce moment. Soudain, notre protagoniste réalise quelque chose et dit à Alpha que cela signifie qu'en fait, il est une réplique. Pendant ce temps, Alpha dit que notre protagoniste est en fait quelque chose, car il possède non seulement la clé, mais connaît aussi les originaux. Mais Hansu dit seulement qu'il en a entendu un peu parler, puis il lui demande de dire ce qu'il veut lui dire. Alors Alpha lui demande de lui donner toutes les clés qu'il a, car un bug comme lui ne le mérite pas. Mais ici, Hansu dit qu'il veut aussi faire une offre, puis il dit plutôt de donner le fragment de pierre divine qu'il a à lui parce qu'une réplique comme lui ne le mérite pas vraiment. Notre protagoniste pointe alors la lame oubliée vers lui, mais Alpha commence à rire et demande à Hansu s'il doit connaître sa vraie place, car un simple insecte comme notre protagoniste ne peut pas le tuer. Alpha lève alors le bras dans les airs et dit qu'il va le tuer car Hansu ne lui laisse pas d'autre choix.
Puis soudainement une épée apparaît dans sa main pendant que Hansu le regarde faire tout cela. Pendant ce temps, il se demande aussi si Alpha est vraiment capable de stocker assez pour armer des centaines de milliers d'hommes. Alpha tient maintenant une armurerie et dit qu'il va lui montrer sa vraie place. Il lance ensuite plusieurs orbes à Hansu avec tous ses pouvoirs, et notre protagoniste se bat avec l'aide des orbes des 5 généraux. Pendant ce temps, Alpha est furieux que ces 7 orbes sacrés perdent contre l'arme des 5 généraux, mais il pense ensuite attaquer Hansu d'une manière différente. Il attaque alors Hansu en utilisant les orbes de tous les côtés, tandis que Hansu regarde maintenant les orbes qui viennent vers lui et pense que chaque orbe individuellement est assez faible, mais ensemble, elles sont suffisantes pour tuer des centaines d'hommes. Soudain, il saute du sol et se retrouve accroché à une branche d'un arbre sortant de la falaise. Alpha attaque de nouveau Hansu et Hansu se rend compte que ce clone utilise en réalité une arme reproduite et qu'il doit donc utiliser une autre méthode. Et soudain, Alpha se rend compte qu'il ne peut plus contrôler les orbes et pense que cela pourrait être dû à un dysfonctionnement de l'armurerie et aussi que la puissance magique qu'il devrait canaliser dans les 7 orbes sacrés se disperse d'elle-même. Il crie maintenant que ce n'est pas possible. Ensuite, Hansu dit que, comme il lui a déjà dit, il a entendu parler d'eux auparavant, donc il connaît aussi le code magique tout en se souvenant de son passé quand il a rencontré le vrai général. Il dit maintenant à Alpha qu'il est surpris du fait que même s'il est un clone, il est toujours capable de convoquer l'armurerie, mais c'est aussi un fait qu'une bonne arme ne montre sa valeur que dans les mains d'un utilisateur compétent. Hansu saute alors vers Alpha en tenant son épée pour l'attaquer tout en disant si c'est tout ce qu'il a, il est maintenant sur le point de tuer Alpha avec sa lame oubliée, tandis que le clone pense que c'est sa fin, mais soudain il esquive l'attaque de notre protagoniste et est maintenant sur le point de contre-attaquer Hansu. Mais notre protagoniste attaque son visage avec son coude, et quand Alpha crie de douleur, Hansu attaque son cou avec son arme et il commence à saigner. Ensuite, il l'attaque à nouveau avec l'arme des 5 généraux en disant qu'il ne va pas le laisser partir alors qu'Alpha s'éloigne de lui. À cause de l'attaque de notre protagoniste, la pierre divine tombe de la main du clone, et il essaie de l'attraper mais n'y parvient pas, donc il s'enfuit maintenant sans le fragment, et réfléchit également à notre protagoniste qu'il est assez doué pour contrôler la magie, et se demande aussi comment quelqu'un comme lui contrôle en fait la clé si parfaitement sans aucun risque. Parce que même s'il utilise les fragments de la pierre divine, c'est encore assez impossible, et on dirait qu'il a des décennies d'expérience dans le contrôle des pouvoirs magiques. Alpha pense aussi que s'il calcule la magie pour les contrôler, il semble que Hansu soit en fait à son niveau, puis il se rend soudain compte que non, Hansu est en réalité bien meilleur que lui. Il est maintenant très effrayé car il pense que Hansu va le tuer à tout moment car il est plus fort que lui. Il se souvient de sa vie passée et dit qu'il ne va pas échouer cette fois-ci. De plus, Alpha se demande s'il doit survivre cette fois pour atteindre son objectif, tandis que Hansu s'approche à nouveau pour attaquer. Mais dès que Hansu attaque Alpha, son corps devient invisible et les attaques de nos protagonistes ne lui font rien. Il s'agit du numéro 6 en solo, qui est l'armure du soldat céleste, et c'est un ensemble d'armures invincibles qui consomme des armements pour croître, et il affiche une résistance impénétrable à toutes les armes qu'il consomme. Maintenant, notre garçon dit à Alpha qu'il a une autre raison de le vaincre. Hansu l'attaque encore et encore, mais ses attaques ne lui font rien. Et notre protagoniste commence à s'agacer. Pendant ce temps, Alpha pense que cette numérotation en solo n'absorbe pas toute la force, mais elle protège toujours sa vie. Et la situation devient délicate car il ne peut plus utiliser l'arsenal. Parce que s'il pouvait l'utiliser avec l'armure du soldat céleste, alors il pourrait facilement gagner. De plus, s'il ne fait rien maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant que Hansu ne réussisse à le tuer. Mais ensuite, il réalise qu'il peut en fait utiliser les armes de l'arsenal parce que l'arsenal est désactivé en raison du code de puissance magique, alors que les armes existent toujours dans l'arsenal. Il pense maintenant à concentrer toutes les armes dans le soldat céleste, tandis que Hansu court vers lui, disant qu'il n'est pas capable d'utiliser la production d'armement maintenant. Mais ensuite, toutes les armes commencent à sortir de l'armurerie, et Hansu réalise que c'est en fait le mangeur d'armes. Alpha rit maintenant en disant qu'il est trop tard pour lui de le réaliser, car il va maintenant lui montrer les véritables pouvoirs de la production d'armement. Ici, notre protagoniste pense qu'il n'est pas en mesure de résister à cette attaque dans son état actuel, tandis que le clone pense également la même chose. Hansu dit aussi qu'il n'a pas le temps de s'occuper de lui maintenant. Ici, Alpha tient Hansu avec ses pouvoirs et dit qu'il va lui transférer l'autorité pour contrôler le soldat céleste. Pendant ce temps, Alpha dit que c'est en fait inutile car il y a 9 chances sur 10 qu'il meure en obtenant l'autorité sur l'armure du soldat céleste. Au début, cela ne semble pas plausible, mais peu après avoir obtenu toute l'armure de soldat céleste et toutes les armes de l'armurerie, le test de succession devient plus difficile. En attendant, le clone pense également que Hansu aurait été consumé par l'armure de soldat céleste maintenant, mais il s'en sort plutôt bien. Alpha pense maintenant qu'il ne pourra pas utiliser l'armure de soldat céleste après la mort du protagoniste, alors il devrait simplement le laisser ici et aller d'abord à l'arbre du monde. Pendant ce temps, Hansu a du mal à lutter contre les pouvoirs en lui qui essaient en fait de le tuer. Puis Alpha dit à Hansu qu'il reviendra une fois qu'il sera mort. De l'autre côté, Hansu réalise qu'il lui a transféré l'autorité parce qu'il sait qu'un corps humain ne pourra pas le supporter. Notre protagoniste pense maintenant que c'est très dangereux pour lui, car il mourra même avec une seule erreur. Il réfléchit maintenant à un plan qui consiste à augmenter ses arts de dragon Ki au maximum, mais c'est aussi dangereux pour sa vie, mais ce n'est pas le moment de penser à ces choses. Il utilise maintenant réellement les arts du dragon pour le surmonter, et après un moment, il réussit finalement à surmonter le pouvoir, et comme la pression d'utiliser les arts de dragon Ki était très forte pour son corps, il saigne maintenant de la bouche.
Notre protagoniste regarde maintenant le sang sur ses mains et pense que même s'il les a utilisés un bref instant, le fardeau était encore très lourd pour son corps. Et de plus, il n'est en réalité pas à un niveau où il peut utiliser ses pouvoirs librement, donc il doit sceller les pouvoirs pour l'instant. Il cherche maintenant Alpha et réalise qu'il n'est pas là tout en regardant la pierre divine qui est posée au sol. Il ramasse alors la pierre divine en disant qu'il doit quitter l'endroit par téléportation car il ne laisserait pas la pierre divine derrière. Il peut maintenant utiliser l'armure du soldat céleste et pense qu'il aime ce pouvoir car elle bouge selon sa volonté. L'armure du soldat céleste a un autre grand effet en plus de sa capacité à manger les armes et elle affiche des capacités défensives encore plus grandes contre les armes du même genre que ce qu'elle a consommé auparavant. Hansu regarde maintenant l'armure autour de lui et dit que l'armure du soldat céleste a déjà subi une évolution rouge. Et aussi, peut-être que c'est parce qu'Alpha a effectivement donné toutes les armes à l'armurerie, donc cette armurerie n'aura pas besoin de nourriture pour un certain temps. D'un autre côté, les monstres ne sortent plus du trou et d'autres voyageurs se le demandent. De plus, ils recherchent également le roi Hansu. Sophia leur dit qu'elle l'a vraiment vu sortir d'ici, mais Lou l'interrompt en disant qu'il l'a en fait abandonné, elle et les autres, et en plus, c'est lui qui a demandé aux autres de le suivre. Mais ensuite, Mikael lui dit qu'ils doivent aussi considérer que Beacon suit le même Hansu depuis tout ce temps. Alors Lou se fâche et dit qu'il n'avait pas d'autre choix que celui-ci, car c'est aussi la faute de Hansu. S'ils ne les avaient pas immergés dans l'eau de mer, ils auraient pu quitter cet endroit, car Beacon voulait se retirer depuis le début. Puis le commandant Lou leur demande de dire quelque chose s'ils pensent qu'ils se trompent là-dessus. Il leur demande à nouveau au sujet de Hansu, mais tout à coup, notre protagoniste apparaît derrière lui. Alors Lou se trouble et commence à lui demander quand il est revenu et où il était réellement. Hansu lui dit qu'il était sorti pour abattre le corps principal. Mikael lui demande s'il réussit, donc Hansu dit que le corps principal est mort, car quelqu'un l'a déjà tué avant lui. Il leur demande maintenant de le suivre pour qu'ils puissent tous aller vers la surface. Il regarde maintenant Lou et dit qu'ils ont tous leur libre arbitre, s'ils veulent l'écouter ou non, car il n'a jamais donné d'ordre à personne, et aussi qu'il espère qu'ils ne vont pas lui faire répéter ses mots. Ici, Mikael taquine Lou en faisant la tête qu'il a faite avant quand Hansu est apparu derrière lui. Lou devient furieux contre Mikael, tandis que Hansu pense que le principal a déjà été neutralisé et qu'il réussit également à obtenir le fragment de la pierre divine. Mais ce clone le dérange toujours parce qu'il semblait être en mesure d'exercer toute l'autorité du roi, et en plus, s'il est capable de le faire, alors les choses vont empirer. Il pense maintenant à Alpha et il a l'impression qu'il se dirige directement vers la fleur. De l'autre côté, Alpha a en fait atteint la fleur et dit que cela valait la peine de sacrifier l'armure du soldat céleste car il peut maintenant facilement posséder toute l'autorité du roi, mais il crie maintenant à la fleur qu'elle dort encore car l'arbre monde a déjà dépéri et Elfenheim n'est plus, puis il dit « Les humains vont-ils vraiment les remplacer ?» De plus, il doit corriger les erreurs qu'il a faites dans le passé. Pour ressusciter ses proches pour l'Acheron, il doit corriger les erreurs maintenant. Il s'éloigne maintenant de la fleur, disant à son roi qu'il est tellement lâche qu'il n'a pas réussi à sauver ses proches et qu'il n'a même pas réussi à sauver l'Elfenheim, et à la fin, il s'est même perdu, et il dit aussi qu'il va vers tout le monde. Il pense maintenant à Hansu, que sa première étape est d'obtenir la clé qu'il possède, et il doit également récupérer l'épée galadrienne, les perles d'Échidron et le bracelet de Fabian de Hansu. Comme Fabian et Échidron existaient comme deux mézins, il doit donc posséder leurs deux biens, et après avoir récupéré l'autorité de l'administrateur, il doit entrer dans la fleur. Mais ce processus nécessite de grands pouvoirs, mais pas de tours. Il pense maintenant qu'il devrait utiliser Ouroboros. Alpha descend maintenant d'un grand arbre, sautant de branche en branche. À mesure qu'il atteint le sol, des fourmis ressemblant à des monstres se tiennent maintenant devant lui, mais ensuite, il peut leur ordonner de s'éloigner car il est leur créateur. Il regarde maintenant ces monstres en pensant que l'original a échoué lamentablement à la fin, et de plus, l'original a également perdu sa famille, donc il a aussi perdu l'autorité, et pour l'instant, il est l'original. Puis il commence à rire et dit qu'à partir de maintenant, il va être le vrai Tekiron. Maintenant, les Hansu et d'autres sont sortis de la bouche du démon. Maintenant, d'autres voyageurs les aident car ils sont gravement blessés, tout en disant qu'ils pensaient être morts en combattant et qu'ils ne reviendraient pas vivants. De l'autre côté, Sophia est perdue dans ses pensées, alors Mikael lui demande à quoi elle pense en se tenant derrière elle. Elle se retourne ensuite pour le regarder, mais il dit alors qu'il est sûr qu'il pense la même chose, donc lui demander est en fait inutile. Il commence ensuite à parler de Hansu, qu'il est celui qui a tué la racine vomissante et le poisson de calamité, et que beaucoup de choses ont changé dans la zone rouge depuis son arrivée. Il a ensuite dit qu'honnêtement, il voulait abandonner, et de plus, la personne supérieure à lui a également dit la même chose, car tout le monde pensait que personne n'était réellement capable de tuer le poisson de calamité. Mais à la fin, il réussit à le tuer et prouve que tout le monde avait tort. De plus, il l'a fait tout seul. Il dit alors que la personne qui est supérieure à lui aimera sûrement Hansu. De plus, notre protagoniste va traverser la zone orange sans problème. Pendant que Sophia pense que la zone rouge va devenir un endroit sûr à partir de maintenant, ce qui signifie que les gens venant de la zone de tutoriel vont survivre. Si les choses se passent comme elle le pense, ses frères et sœurs pourraient aussi réussir à survivre dans la zone rouge. Elle se souvient alors de sa première rencontre avec Hansu et aussi quand il a dit qu'il allait sauver 1 milliard de vies, alors Sophia devient heureuse et commence à rire. En la voyant, Mikael lui demande la raison de son rire. Elle dit alors, en souriant, qu'elle a eu l'impression que quelque chose de ridicule pourrait se réaliser.
Tout à coup, de nombreux monstres commencent à s'approcher des voyageurs et ils s'enfuient maintenant pour sauver leur vie. Mais soudain, un homme tombe par terre et crie à l'aide, mais ensuite, la fourmi l'attaque par derrière et aspire son âme. Alpha est en réalité celui qui leur a ordonné d'arrêter les humains, jusqu'à ce qu'ils prennent le contrôle de l'Ouroboros. Alors il leur demande de s'assurer qu'aucun humain ne quitte l'endroit. Alpha a en fait ordonné aux fourmis d'empêcher les humains de traverser la zone orange. Il leur a également ordonné de tuer Hansu et Sophia. Toutes les personnes ont maintenant peur et disent qu'une sauterelle parasitaire arrive vers elles, tandis qu'une vieille dame crie aux gens de se préparer. Ils doivent les arrêter, car s'ils arrivent ici, alors ce sera la fin de la zone rouge, donc c'est à eux de protéger leur endroit. Elle leur ordonne maintenant de retenir ces monstres, jusqu'à ce que l'aide d'autres clans arrive, mais les voyageurs disent qu'il est impossible de les arrêter. De l'autre côté, les gens ont envoyé les pigeons voyageurs à Michael, et ils rapportent maintenant à Hansu et Sophia que tous les criquets parasites d'Ouroboros sont sortis, qui sont en fait plus de 100 millions. Pendant ce temps, les voyageurs disent qu'ils ne peuvent pas gérer ces monstres, même s'ils rassemblent tous les clans, tandis que notre protagoniste pense qu'il est impossible que les sauterelles parasites avancent aussi rapidement, car elles ne protègent que l'intérieur d'Ouroboros. De plus, ils sont des gardiens et ne protègent que ce qui traverse leur écaille d'Ouroboros, donc ils n'attaquent pas simplement sans raison. Et aussi, l'Ouroboros, qui est le seul être capable de les contrôler, est actuellement occupé à boire l'eau empoisonnée, donc il n'a aucune raison de leur donner ses ordres. De plus, cela ne s'est jamais produit au cours des 500 dernières années, et même pas dans sa vie antérieure, ce qui signifie que cela doit être Alpha, car toutes les choses sont devenues assez compliquées depuis qu'il est revenu à la vie. Pendant ce temps, quelqu'un crie son nom par derrière. Il s'appelle Lou et il devient furieux contre notre protagoniste parce qu'il pense que toutes les sauterelles parasites deviennent folles à cause de lui. Parce que s'il n'avait pas tué la calamité, alors les choses ne seraient jamais devenues ainsi. Il demande maintenant à Hansu de prendre toute la responsabilité, mais Michael lui demande ensuite d'arrêter de dire quoi que ce soit car il n'y a pas de relation entre la calamité et les sauterelles parasites. Hansu demande à Sophia d'utiliser ses compétences de bibliothécaire pour voir combien de temps il leur faudra pour descendre. Elle lui demande s'il parle du temps que les sauterelles parasites mettent à descendre. Mais Hansu lui montre alors l'Ouroboros et dit qu'il demande le temps que l'Ouroboros met à descendre. Sophia et Michael le regardent, sous le choc. Pendant ce temps, il pense que les choses ne vont pas se terminer avec les criquets, car ce clone possède dans une certaine mesure l'autorité du roi, puisqu'il peut ordonner aux criquets de bouger. Cela signifie qu'il peut sûrement contrôler aussi l'Ouroboros, mais cela va certainement lui prendre beaucoup de temps pour les contrôler, car c'est l'une des 4 grandes calamités. Mais une fois qu'il aura pris le contrôle d'eux, il va les envoyer à la surface. Donc, la chose la plus importante est de comprendre combien de temps il va falloir pour maîtriser l'Ouroboros. Il demande à Sophia de se dépêcher, car plus l'Ouroboros met de temps à descendre, plus ils ont de temps pour faire tous les préparatifs. Sophia dit que l'Ouroboros va mettre environ 2 semaines à descendre. En entendant cela, même Lou pense que c'est fini maintenant. Et d'ailleurs, l'ordre de ramener Hansu n'a plus d'importance. Il crie ensuite à son clan que la zone rouge est dangereuse. Puis il ordonne au premier et au deuxième escadron de le signaler à Sœur Miyamoto, et le reste des membres le suivent. Mais Sophia lui demande de ne pas aller n'importe où, car elles doivent l'arrêter ensemble. Mais Lou dit qu'elles n'ont aucune raison de faire cela. Sophia leur dit que le miroir va bientôt s'ouvrir, et qu'elles pourront toutes s'échapper à ce moment-là. Le miroir est un grand lac qui se trouve entre les 6 grandes colonnes, et c'est le chemin vers la prochaine zone, mais il ne s'ouvre qu'une fois par mois. Quand la surface du lac ressemble à un miroir, ils peuvent y entrer, mais ceux qui ne sont pas qualifiés ne peuvent pas y entrer, alors que d'autres le peuvent. Sophia pense que c'est très évident car tous les membres du clan sont des voyageurs de haut niveau, donc ils sont voués à entrer avec succès dans le miroir. Ici, Lou lui demande si elle veut vraiment dire que tous les membres du clan peuvent s'échapper lorsque le miroir s'ouvre. Il dit ensuite qu'ils ne vont pas mourir ici, c'est sûr, mais elle commence à lui crier qu'il doit penser aux ordres de Sœur Eris et de Sœur Miyamoto. Mais le commandant Lou dit qu'il est très évident qu'ils vont mourir aux mains de criquets parasites, ou ils mourront simplement à cause d'Ouroboros. De plus, il ne se soucie pas de l'ordre qui lui a été donné il y a 20 ans. Sophia le regarde intensément, mais il lui demande de ne pas le regarder comme ça, car d'autres membres du clan pensent la même chose. De plus, les choses seraient très différentes si l'ordre était établi et que les choses étaient sécurisées car les gens échappent à la justice au paradis, pas en enfer. Elle pense maintenant qu'à ce rythme, tous les survivants restants mourront et ils doivent être prudents car le sceau peut également se défaire. Mais Hansu la rassure de ne pas s'inquiéter car 2 semaines c'est beaucoup de temps pour lui et s'il vérifie simplement les conditions, alors abattre l'Ouroboros ne va pas être très difficile. Mais Sophia dit que s'il pense la même chose à propos de l'époque avec le poisson de calamité et la racine qui se déverse, alors c'est impossible. Et Michael dit que toutes les sauterelles parasites descendent, même s'ils parlent, et si les gardiens ne font pas leur devoir, cela signifie qu'ils se protègent complètement, donc utiliser la même méthode qu'avant est tout à fait impossible. Alors Hansu dit qu'ils doivent remplir certaines conditions. La première consiste à rassembler tous les membres du clan pour combattre les criquets, et la deuxième condition est d'obtenir de l'aide des figures les plus fortes de la zone rouge, qui sont 7 fantômes, et c'est ainsi qu'ils vont abattre l'Ouroboros. Michael lui demande s'il était vraiment sérieux quand il a dit qu'il voulait unir tous les clans pour combattre les criquets, malgré le fait que l'Ouroboros se dirige vers la descente et va bientôt tout détruire ici. Il dit que rassembler tous les clans est en fait impossible. Alors que Sophia dit qu'elle a suivi ses idées tout ce temps, même les choses qu'elle pensait impossibles, et même maintenant, elle lui fait confiance.
Elle dit alors qu'il doit être conscient que les fantômes ne peuvent pas quitter leur poste. Et même s'ils veulent venir, ils ne le peuvent toujours pas. Hansu dit qu'il en est conscient. C'est pourquoi il va aussi résoudre cela, car il va éradiquer la raison principale pour laquelle tous les fantômes sont liés. Sophia lui demande ce qu'il va faire, mais il l'ignore en disant qu'ils doivent d'abord unir le clan pour qu'ils puissent arrêter les criquets parasites, car ils n'ont pas le temps. Les Ouroboros sont des systèmes nerveux centraux. De l'autre côté, les gens se battent contre les criquets, pendant qu'Alpha le regarde assis à l'intérieur de l'Ouroboros. Il dit qu'il résiste mieux qu'il ne le pensait en réalité, mais c'est en fait inutile, car les criquets sont nombreux et supprimer les humains n'est qu'une question de temps, car il ne peut pas se permettre de tuer autant d'humains. Même si chacun d'eux est une ressource précieuse, il a encore besoin d'une population assez importante pour rester. Il se rend compte alors que certains vermines essaient de s'échapper de la zone rouge. Alpha dit qu'ils ne sont pas bons, car ils essaient de tuer leurs semblables pour survivre, et il va maintenant leur infliger une punition divine. Pendant ce temps, Lou et ses membres se tiennent devant le lac, qui est en fait le portail pour la prochaine zone. Ils regardent maintenant les personnes qui sont venues ici avec eux, qui sont des membres de l'association Céleste, 6 individus non affiliés, et même le monarque du clan Chimère. Alors, il se rend compte qu'à l'exception du clan des Valkyries, qui se bat pour contenir les criquets, tous les autres sont maintenant ici. Il pense que son jugement était correct depuis le début, car même les personnes les plus fortes sont ici pour fuir. Il leur ordonne maintenant de trouver un endroit à proximité, afin qu'ils puissent nous partir dès que le miroir s'ouvrira. Ces membres de clan exécutent maintenant ses ordres. Pendant ce temps, Joachim, qui est le chef du clan Ekarim, se moque de Lou en l'appelant un homme qui a volé le siège du défunt Klars Morin, et lui demande si cette personne lui a donné la permission de quitter cet endroit. Mais Lou dit qu'il n'a aucune raison de lui en parler. Mais Joachim dit qu'il pensait qu'il aurait pu les voir une dernière fois, car ils ont été si occupés qu'il ne se souvient même plus à quoi ils ressemblent maintenant. Lou murmure que ce chef de clan accomplit un grand devoir contrairement aux autres. Donc c'est naturel. Mais soudain il se tait car Hansu apparaît devant eux, disant que c'est super que les 6 clans soient ici. Mais Lou lui demande avec insistance pourquoi il se met à travers son chemin encore une fois. Mais notre protagoniste dit qu'il n'est pas là pour faire cela, au lieu de cela, il est ici pour partager son plan, qui est en fait très simple. Le plan est que ces 6 clans vont arrêter les criquets parasites. Pendant ce temps, il arrêtera l'Ouroboros. Pendant ce temps, les membres se demandent s'il leur demande vraiment d'arrêter les criquets pendant qu'il peut abattre l'Ouroboros. Ils se demandent s'il est devenu fou. Mais Michael met sa main sur l'épaule de Hansu, disant qu'ils ne vont pas suivre son plan. Sophia avance alors en disant que tout le monde est tellement irresponsable ici alors qu'ils sont censés protéger les racines dans la zone rouge, selon la volonté de Lord Erez et Lord Miyamoto. Ils réalisent ici qu'ils ont fait référence à Miyamoto tout ce temps car il est déjà mort dans l'abîme, mais jusqu'à sa mort, il a aidé beaucoup de gens. Mais ici, Lou demande aux fantômes de ne pas franchir la ligne. Il demande à Sophia si cela n'a pas d'importance, même si elle est aussi l'un des 7 fantômes. Elle ne peut toujours pas utiliser le nom de la personne, mais Michael et Hansu pensent qu'il a ignoré les paroles de cette même personne en essayant de fuir. Mais ici, Joachim parle de Hansu, disant qu'il est assez fou, et il dit aussi qu'il veut lui donner un conseil. Joachim dit qu'il a entendu parler de lui, puisqu'il est celui qui a tué le poisson de calamité, et aussi, c'est vraiment dommage qu'il ne combatte pas, mais un clan agit en fait pour son propre bénéfice. Il dit ensuite qu'ils se battraient à perte car ils n'ont besoin que de les retenir pendant 2 jours, puis ils peuvent aller dans la zone orange. Et comme chaque personne ne peut se sauver elle-même, essayons de ne pas nous gêner mutuellement. Mais ensuite, Hansu dit qu'il savait déjà qu'ils ne pourraient pas le traverser car ils arrivent, donc il vaut mieux qu'ils comprennent à quel point le monde est vraiment dur. Le groupe commence alors à trembler et les gens sont terrifiés. Mais Joachim leur demande de ne pas avoir peur, ils ont juste besoin de tenir les criquets à distance pendant 2 jours avant de pouvoir se diriger vers la prochaine zone. Mais Hansu dit que ce n'est exactement pas ce qu'il pense, car le mouvement est assez fort. Il dit qu'il n'y a qu'une chose qui peut causer de tels mouvements sur les racines, c'est Ouroboros. Cela signifie qu'ils se déplacent maintenant. Les Ouroboros attaquent à maintenant. Et Lou crie sur ce qui se passe réellement, car ils étaient censés arriver dans 2 semaines. Mais Sophia dit que c'est maintenant l'Ouroboros qui arrive, mais il ne bouge que la queue. Les gens ont peur du fait que le sol bouge à ce point seulement quand l'Ouroboros bouge sa queue. Alors, que se passera-t-il si cela finit par descendre? Hansu dit que les Ouroboros essaient de bloquer le miroir. Les gens courent maintenant dans tous les sens, alors que l'Ouroboros balance sa queue d'avant en arrière. De l'autre côté, Sophia crée un bouclier au-dessus d'elle, Hansu et Michael, tandis que Hansu dit qu'il a une autre demande. Alors Sophia lui demande de parler. Maintenant, la queue a complètement couvert le miroir, et pour le moment, ils ne peuvent même pas aller dans la zone suivante. Alors qu'ils y réfléchissent encore, quelqu'un crie. Commandant Lou, les criquets parasites arrivent maintenant vers eux. Il ordonne à ses membres de battre en retraite, et ils doivent s'enfuir aussi vite que possible. D'autres monarques de clans demandent également à leurs membres de se dépêcher, tandis que les membres de Jokma lui demandent de leur donner des ordres. Pendant qu'ils pensent que la queue de l'Ouroboros a déjà bloqué le miroir, un nombre infini de sauterelles parasites descendent pour les attaquer, et s'ils veulent passer à la zone suivante, ils doivent d'abord toutes les tuer. Cependant, c'est impossible compte tenu de leur nombre, mais ils n'ont pas d'autres options. Ses membres lui demandent maintenant s'il essaie de les faire tuer. Pendant ce temps, Sophia fabrique un grand cristal pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir et qu'ils se battent avec les criquets. Lou lui crie d'arrêter de faire cela, mais elle dit qu'il ne sert à rien de s'enfuir et qu'ils doivent arrêter les criquets s'ils veulent rester en vie.
Mais il dit qu'ils vont de toute façon mourir 2 semaines plus tard quand Uroboros descendra. Mais ensuite, l'un des membres crie qu'ils ont une urgence maintenant car les criquets sont très proches d'eux. Puis Hansu apparaît devant eux, tuant les criquets et demande à tous les clans de suivre son plan car ils ne peuvent survivre que comme ça. Mais Lou dit qu'ils sont complètement fous, il dit aussi qu'ils ne sont pas des héros, donc le faire ne va en fait rien changer. Lou dit à Hansu qu'il parle de faire tomber les Uroboros, mais doit savoir que les Uroboros sont d'un autre niveau que les autres calamités. Alors Hansu lui demande s'il envisage de s'enfuir la queue entre les jambes, bien que tout faire soit la seule façon de survivre. Le miroir s'ouvrira dans 2 jours. Mais ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre 2 semaines car la queue de l'Uroboros couvre complètement le miroir. Il leur demande alors de choisir entre s'unir pour abattre la calamité ou mourir à cause de leur propre égoïsme et être enterrés dans le sol. Les criquets avancent vers eux et les membres du clan de Jokma lui crient de leur donner des ordres. Alors Jokma dit qu'il aime ce que Hansu vient de dire. Il ordonne alors à ses membres qu'à partir de ce moment, s'assurer que tous les criquets parasites qui ont envahi le lac ne puissent plus se déplacer ailleurs. Il leur ordonne maintenant de prendre leurs armes et de commencer la guerre contre les criquets, tandis qu'un de ses membres lui demande s'il va vraiment se battre contre les criquets jusqu'à ce qu'il tue l'Uroboros. Mais il dit qu'ils ne vont pas faire cela, bien qu'ils se battent. Mais il leur ordonne aussi de se préparer à battre en retraite si nécessaire, car ce sera très bénéfique pour les 6 grands clans de combattre ensemble avec eux. De plus, si Hansu ne parvient pas à arrêter l'Uroboros, ils ne pourront pas se diriger vers la zone orange, donc les 6 clans doivent en être conscients. Donc si les choses tournent mal, alors il le tiendra responsable. Comme il l'a dit, il peut abattre l'Uroboros avec 7 fantômes. Donc il dit qu'il n'y a rien à perdre de toute façon. Maintenant, tous les clans participent à la lutte contre les sauterelles, sauf Lou et son clan. Ainsi, ses membres disent qu'il devrait aussi participer à l'éradication de ces criquets, mais ils réalisent que le commandant Lou n'est pas là. De l'autre côté, Lou court seul quelque part pour se cacher en pensant que s'il avait su que les choses allaient tourner ainsi, il aurait fait un meilleur travail. Et il pense qu'ils ont tous perdu la tête en croyant qu'ils peuvent arrêter ces criquets sans fin, et aussi stopper l'Uroboros, ce qui est réellement impossible. Il dit que leurs plans ne vont pas marcher, mais ensuite il se souvient de Hansu et pense qu'il peut peut-être le faire. Mais encore une fois, il commence à dire qu'il est impossible que ce plan fonctionne. Il retourne maintenant vers la personne et pense qu'il dira juste qu'il lui a fallu du temps pour en savoir plus sur Kang Hansu. De l'autre côté, Mikhail regarde quelque part, alors Sofia lui demande s'il a vu quelque chose là-bas, mais il dit que non, il n'a rien vu là-bas. Hansu se bat avec les criquets, et Mikhail dit à Sofia qu'après le clan Ekarem, tous les autres clans ont également commencé à suivre le plan, et c'est ainsi qu'ils ont réussi à retarder la descente des criquets parasites. Ici, Hansu dit qu'il va maintenant tout lui laisser car il doit aller vaincre les 7 fantômes. Tandis qu'il dit que le moment est venu de rencontrer Miyamoto, ici, Mikhail lui demande s'il lui demande de rester en arrière en lui laissant l'arrière. Alors Hansu dit que c'est lui qui a proposé de l'aider la dernière fois. Ensuite, Hansu et Sofia quittent l'endroit, disant que Hansu va tout laisser derrière lui. Pendant ce temps, au siège du phare, les membres en discutent. Quelqu'un leur rapporte que, dehors, les criquets ont bloqué le miroir et que 6 grands clans sont maintenant en train de se battre avec eux. De plus, le clan Valkyrie a complètement éradiqué la première vague de criquets et maintenant ils se dirigent vers le miroir. Alors, ils doivent décider de quelque chose maintenant, c'est-à-dire s'ils évitent la bataille contre les criquets en se cachant et en attendant que la voie s'ouvre, ou s'ils continuent à protéger le sceau, car les fantômes doivent après tout protéger le sceau. Ici, le 4e fantôme, Marian Arc, suggère de se cacher près du sceau et d'attendre que tout passe, car la situation n'est pas très dangereuse. Le 3e fantôme, Big Jangsang, dit qu'il soutient également le fait de cacher le sceau pour que les criquets et Uroboros ne puissent pas y entrer. Ils n'ont aucun moyen de gérer Uroboros. Le 6e fantôme, Tina Charlize, demande ce qu'il adviendra des voyageurs restants s'ils se cachent. Mais le 2e fantôme, Kyle Cooperday, est contre, car bien que protéger le sceau soit leur devoir, c'est en fait pour protéger plus de vie. Maintenant, ils en discutent tous, car certains suggèrent de protéger les voyageurs et d'autres de protéger leur vie. Mais ensuite, le 1er fantôme, qui est Miyamoto Junichi, leur conseille de ne pas se battre entre eux. Il dit que c'est bien de discuter, mais qu'ils ne devraient pas se disputer à ce sujet. Tous les autres fantômes s'excusent auprès de lui. Il dit que ce n'est pas le moment de s'excuser, et en ce qui concerne la situation actuelle, il dit qu'il comprend parfaitement ce qu'ils ressentent. Mais comme ce sont des fantômes, ils doivent rester calmes. Il dit qu'ils doivent d'abord trouver la cause de la situation actuelle dans la zone rouge. Mais ensuite, Lou apparaît devant lui et il respire fort, alors Miyamoto lui demande ce qui se passe. Là, Lou dit qu'il a un rapport urgent, mais l'un des fantômes lui crie dessus, disant qu'il les dérange pendant la réunion. Mais ensuite, Miyamoto se lève de cette chaise et l'apprécie, disant qu'il va très bien car il remplit la vacance de Karl Morin. Puis, il lui demande de dire ce qu'il voulait dire avant. Il dit que tout ce qui se passe en ce moment est de la faute de Hansu, et en plus, il a également proposé l'idée ridicule de faire tomber l'Uroboros. Mais ici, Miyamoto lui demande pourquoi il est allé au miroir, alors que Lou pense à dire quelque chose, mais il dit qu'il n'y a pas besoin qu'il le lui dise. Il dit que c'est la preuve qu'il a tenté de s'échapper de la zone orange. Comme tous les fantômes essaient de protéger la zone rouge, ses actions ont en fait bafoué leurs efforts. Ici, Lou dit qu'il suit simplement les ordres de Miyamoto, alors il lui demande s'il l'a vraiment fait. Ensuite, il s'excuse auprès de Miyamoto, mais Miyamoto lui demande d'attendre, et qu'ils pourront en parler plus tard. Maintenant, ils disent que c'est dommage qu'il ait essayé de s'enfuir, mais Miyamoto dit qu'étant donné qu'un Ouroboros aussi énorme est en train de descendre, ses actions sont tout à fait compréhensibles.
Un des fantômes dit que cet homme, Hansu, crée beaucoup de bruit, mais elle veut quand même le rencontrer. Mais Miyamoto répond qu'ils ne savent pas s'il pourrait être un homme raisonnable qui va beaucoup aider dans la zone rouge. Puis quelqu'un informe Miyamoto par derrière que Kang Hansu est là pour le voir. Hansu est maintenant en train de le présenter à Miyamoto et à d'autres apparitions, et même Miyamoto se présente en disant qu'il est le chef actuel du clan Beacon et qu'il protège également la zone rouge. Ensuite, notre protagoniste dit qu'en raison de la situation actuelle, il va droit au but. Il leur demande alors de l'aider à abattre l'Ouroboros. Mais tous les fantômes commencent à dire qu'ils ne méritent pas de leur parler ainsi. Ici, Miyamoto l'apprécie en disant qu'il est un homme très honnête, mais ils ne peuvent pas l'aider. Même s'il dit qu'il est capable de vaincre l'Ouroboros, ils ne peuvent toujours pas quitter cet endroit. Ici, Hansu parle d'Akuma, qui va prendre sa place, et là-bas, alors il leur demande de lever son sceau. Maintenant, tous les fantômes pointent leurs armes sur Hansu, tandis que Miyamoto lui demande comment il connaît Akuma. Il y a 4 calamités. Dans la zone rouge, dont les voyageurs sont conscients, se trouve le route qui régurgite, Ouroboros, le roi abeille et le poisson calamité. Mais au fond du tronc de l'arbre du monde, il existe une autre calamité cachée aux voyageurs. C'est le 5e, qui est le fléau scellé, qui est Akuma. Et au moment où il a été découvert, les gens ont réalisé qu'il devait rester scellé, car il était clair qu'il pouvait dévaster la zone rouge. Alors, l'existence d'Akuma a été cachée, et seul Miyamoto le sait, ainsi que 7 fantômes qui partagent sa volonté. Miyamoto lui demande, même après avoir tout su, s'il voulait toujours ouvrir son sceau. Et Hansu dit oui, c'est à cause des reliques qu'il a, qui sont les chaînes d'Eshin et la lance de Kargorn, et pour abattre l'Ouroboros, il doit en avoir besoin. Miyamoto demande à Sophia si elle lui a tout dit, mais elle dit qu'il savait tout avant. Miyamoto dit que c'est très étrange car il n'est pas venu ici dans la zone rouge depuis longtemps, et il sait même à propos d'Akuma. Alors que d'autres fantômes suggèrent de le tuer, il pense que son objectif est de prendre les reliques et de renverser l'Akuma. Ils disent qu'il est rempli de cupidité, et c'est pourquoi il a tué les calamités aussi. Mais Sophia dit qu'elle croit en lui. Elle dit que c'est lui qui a tué le poisson et même déraciné la racine tout seul. Et maintenant, s'il dit qu'il peut vaincre Akuma, alors il a raison, car il peut le faire. Alors Miyamoto demande aux autres de poser leurs armes. Il lui dit maintenant qu'Akuma a causé beaucoup de destruction dans le passé. Il leur demande alors de voir par eux-mêmes qu'il peut réellement tuer l'Akuma, mais ensuite l'un des fantômes l'attaque, disant qu'il veut d'abord le tester. En combattant, l'un des fantômes dit qu'il est certainement plus fort qu'un voyageur normal et qu'il mérite d'être appelé un fantôme. Il utilise maintenant l'armure du soldat céleste et maintient les fantômes avec, et dit qu'ils sont parfaits pour lui permettre de tester l'armure du soldat céleste. Il se souvient quand il parlait de Miyamoto après sa mort dans sa vie passée. Comme l'un des membres lui avait dit qu'il était différent des autres, il a mené tout le monde sans montrer qu'il était en fait le leader. Il avait des compétences défensives et d'autres compétences aussi. De plus, quand tout le monde était occupé à prendre les récompenses et à poursuivre la zone orange, lui seul est resté dans la zone rouge pour garder le sceau d'Akuma. Elle dit ensuite que s'il pense un jour à choisir Miyamoto, ce serait bien. Alors que des fantômes se battent avec Hansu, il leur crie maintenant de ne pas gaspiller leur force et qu'ils se battront avec l'Ouroboros. Il demande ensuite à Hansu de ranger son dévoreur d'armes. Puis, il dit qu'il connaît la force de Hansu, mais qu'il ne peut toujours pas la cautionner, car rien qu'approcher son sceau fait réaliser à quelqu'un qu'il est tellement accablant. Il demande maintenant à Hansu s'il a un plan. Notre protagoniste dit qu'il a 5 reliques d'Elfenheim, et 2 d'entre elles sont utilisées dans le sceau, et quant à lui, il possède les 3 autres. Il se demande maintenant s'il est possible de transmettre la force d'Akuma à travers ses reliques. Maintenant, Miyamoto pense qu'il est très courageux et qu'il est prêt à mettre sa vie en danger sans y réfléchir. Et aussi qu'il n'a jamais vu un tel voyageur avant pendant ses 20 années ici. Il pense maintenant qu'il ressemble à Eris, tandis que d'autres fantômes l'appellent par son nom. Il dit qu'il veut lui poser quelques questions, alors Hansu est d'accord. Il dit alors, supposons qu'ils suivent son plan et acceptent de libérer l'Akuma, mais que se passe-t-il s'ils échouent? Ouroboros est actuellement en mouvement, et que se passe-t-il si Akuma échappe également à leur contrôle? Ils détruiront la zone rouge. C'est pourquoi ils ne peuvent pas accepter ce plan, car il y aura des défauts dans n'importe quel plan qu'ils feront. Mais Hansu dit que c'est la raison pour laquelle il a fait ce plan, qui utilise les reliques dans le sceau, car s'ils utilisent ces reliques, alors ils peuvent renforcer le sceau, et il n'y aurait aucun problème si Ouroboros descend pour détruire la zone rouge. Ensuite, les fantômes se déplaceront librement, et ils pourront aussi s'occuper des criquets qui bloquent là le miroir. Ensuite, ils pourront aider librement les voyageurs, au moins ils pourront les soutenir en passant à travers le miroir. Et avant qu'Ouroboros ne descende, ils peuvent emmener tout le monde vers la zone rouge. Ensuite, Miyamoto lui demande si ce plan est bon, car tous les fantômes l'apprécient maintenant pour l'avoir proposé. Hansu dit que ce plan est logique, mais il refuse, car les reliques n'ont pas été conçues pour être utilisées de cette manière, car elles doivent être utilisées ailleurs. Alors Miyamoto lui demande où ils peuvent les utiliser à nouveau, mais Hansu les rassure, disant qu'il peut abattre l'Akuma et qu'il ne devrait pas s'en inquiéter. Miyamoto se lève alors de sa chaise, disant qu'il va placer sa confiance en Hansu et demandant également à notre protagoniste de le suivre afin qu'il puisse le guider vers l'endroit où Akuma est scellé. Mais d'abord, il demande à Hansu de changer de vêtements, qui sont l'armure en cuir de Gerta, très légère et réduisant la résistance de l'air. Alors que Sophia dit que c'est un soulagement, Miyamoto est d'accord avec elle. Il se souvient maintenant de 20 ans auparavant, quand beaucoup de victimes sont tombées sous l'emprise d'Akuma et sont devenues pierres. Et même maintenant, l'énergie qui émanait de lui reste encore ici. À cette époque, Eris et les autres ont réalisé que le sceau s'affaiblissait et qu'ils devaient agir.
C'est alors qu'Eris suggère qu'elle peut se battre avec Akuma, mais Miyamoto a supprimé le sceau en utilisant le pouvoir de l'Aspirarm et a pensé que cela pourrait compléter le sceau existant. Il ne va pas briser ce sceau, mais pour cela, ils doivent rester ici pour maintenir la pression de l'Aspirarm sur le sceau. C'est donc à ce moment-là que Miyamoto a pensé qu'il devrait rester dans la zone rouge afin de protéger l'humanité et de protéger le sceau aussi. Puis l'un des fantômes l'appelle et il dit qu'il pense juste à son passé. Hansu lui demande alors de briser le sceau car il manque de temps. Il utilise maintenant son mangeur d'armes pour ouvrir le sceau, tandis que Hansu pense qu'il doit nourrir beaucoup d'armes à son mangeur d'armes. Puis, après un moment, le sceau se brise et Akuma en sort. Il se tient maintenant devant l'un des fantômes, tandis qu'elle réalise qu'elle ne peut pas bouger son corps à cause de la peur, même si cela n'a libéré que son intention de tuer. Pourtant, cela semble très dangereux. Akuma est sur le point d'attaquer ce fantôme, mais ensuite Hansu se précipite et commence à se battre avec lui. Notre protagoniste demande alors à tout le monde de s'assurer de leur propre protection, car il va faire de même. Il court maintenant vers Akuma en disant qu'il va se battre avec lui seul.